Bonjour à tous, bienvenue dans cette deuxième saison des podcasts de l'ICAM, où philosophes, sociologues et psy s'invitent en école d'ingénieurs. Vous écoutez le deuxième épisode de la saison 2, sur le thème de la fabrication de la représentation démocratique en France. Cette conférence a été menée par Philippe Quiré, attaché parlementaire de Boris Vallaud. Bonne écoute. Donc, comme l'a dit David Racunero, moi je suis arrivé à l'Assemblée nationale sans rien y connaître. J'ai pas fait d'études de droit, de sciences politiques, comme en font assez souvent des personnes qui deviennent assistantes parlementaires. Par contre, effectivement, j'ai vu maintenant un peu plus de 17 ans le fonctionnement de cette institution. Et la première chose à voir, ça c'est que je ne sais pas quelle image vous en avez, et puis on aura l'occasion, moi je vais faire un petit topo introductif, mais après l'idée c'est vraiment de pouvoir discuter, échanger. Mais ce dont il faut bien se rendre compte, c'est qu'on a affaire à une organisation qui a ses règles, qui a son fonctionnement, selon les personnes qui y sont. Et en 17 ans, j'ai vu des majorités différentes, et indépendamment de la question de savoir si c'est des gens de droite ou de gauche, même des sociologies d'élus qui vont évoluer et qui vont avoir un impact sur le fonctionnement de l'institution et sur son rôle dans notre équilibre institutionnel. Parce que autre grande chose que j'ai apprise à travers cet exercice, c'est que, comme nous avons toutes et tous appris quelques grands principes de la démocratie, nous élisons des représentants. Alors, David Racunero a insisté, normalement, soit on exerce notre souveraineté par l'intermédiaire de nos élus, soit de manière directe, notamment par l'outil du référendum. Donc, s'agissant des députés, ce sont leurs représentants. Nous les élisons, ils nous rendent des comptes, ils se représentent 5 ans, ou parfois un peu moins de 5 ans, qu'il y a une dissolution 2 ans après, ils sont réélus ou non. Donc là, on a un des principes de la démocratie qui est le fait de choisir ses représentants. Et on a un autre qu'on étudie dès le collège, qui est la question de la séparation des pouvoirs, de l'équilibre des pouvoirs, du contrôle des pouvoirs. Et à l'usage, en voyant le fonctionnement quotidien de l'Assemblée et de son rapport au pouvoir exécutif, il m'apparaît qu'effectivement cette question de l'équilibre et de la division des pouvoirs est vraiment extrêmement importante. Alors, ce que je vous propose, c'est de vous présenter quelques points assez concrets du fonctionnement, de l'organisation, du fonctionnement de l'Assemblée, pour qu'après on puisse discuter aussi peut-être d'éléments de l'actualité qui viennent perturber, ou en tout cas éclairer de manière très, très particulière le fonctionnement de nos institutions. Donc je vous propose trois petits moments, 3 petits points particuliers. Un premier, vous détailler quelques éléments justement de ce qu'apporte dans notre équilibre institutionnel de l'Assemblée nationale, quelles sont ses spécificités. Entre l'Assemblée, il y a le Sénat aussi, mais le Parlement, mais vu plus particulièrement sous l'angle de l'Assemblée, par rapport au pouvoir exécutif notamment. Peut-être que dans la discussion, on parlera de la question de l'autorité judiciaire qui intervient aussi, mais là, je serai surtout dans ce vis-à-vis-là. Un deuxième temps où j'évoquerai plutôt justement ce en quoi le gouvernement a des outils à sa disposition qui contribuent à déséquilibrer le rapport entre l'exécutif et le législatif. Et un troisième petit point pour embrayer aussi sur les questions que David posait, sur la place du citoyen. Vous savez que ces dernières années, on a assisté à des expérimentations, notamment des conventions citoyennes, pour essayer de rénover la manière dont les citoyens peuvent être associés à la production des lois. Et je vous proposerai un petit focus pour vous montrer, en tout cas pour interroger, il y a eu des études sur la Convention citoyenne sur le climat, comment elle a fonctionné, qui a été celle qui a été à ce jour la plus médiatisée, la plus symbolique. Essayer de vous pointer quelques enjeux pour dire ça peut être des outils extrêmement intéressants et vivifiants pour rénover notre démocratie. Attention de ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain. On verra ça en troisième partie. Donc quelques éléments sur concrètement ce que l'Assemblée nationale et le Parlement en général apportent dans notre équilibre institutionnel. Alors par exemple, on a dit qu'il y avait des élus, donc c'est le pluralisme. Le gouvernement n'est pas une instance pluraliste. On peut l'être vaguement, mais ça n'est pas. Juste petite remarque, en gros, mon propos, donc ici on est dans une école d'ingénieurs, mais ce ne sera ni un cours ni magistral. Donc voilà. Et deuxièmement, je vais avoir un propos très, très nuancé pour vous faire comprendre grosso modo que le Parlement c'est le bien et le gouvernement c'est le mal. On va prendre des choses très simples comme ça. Donc le Parlement, et l'Assemblée nationale en particulier, c'est pluraliste. Vous avez des élections. Alors on a la question de savoir est-ce que c'est représentatif. On se pose cette question en permanence, savoir est-ce que c'est bien représentatif. Donc les modes d'élection sont questionnés. Faudrait-il de la proportionnelle, ce que nous n'avons pas aujourd'hui.
Toujours est-il que vous avez une pluralité de sensibilités politiques qui sont représentées à l'Assemblée nationale. Vous n'avez pas ça dans le pouvoir exécutif. Donc le Parlement, dans notre équilibre actuel, il apporte en tout cas une certaine dimension de pluralité. Deuxième chose extrêmement importante, et ça a été quelque chose qui a été beaucoup travaillé dans l'histoire du Parlement, c'est ce qu'on appelle la publicité des débats. Publicité, c'est-à-dire que c'est public. Vous savez ce qui se dit à l'Assemblée. Si vous allez sur le site internet de l'Assemblée nationale, vous pourrez voir en direct ou archivé la totalité des débats, qu'il s'agisse des débats qu'on dit être en séance, c'est-à-dire dans l'hémicycle, ou de commission, des groupes de travail spécialisés dans l'Assemblée. Les débats internes au gouvernement, vous ne les connaissez pas. Un conseil des ministres, vous n'en avez pas la retransmission, vous en avez à peine un vague compte-rendu. Donc l'Assemblée nationale et le Parlement en général, c'est le lieu dans ce qu'on appelle la publicité des débats. C'est public. Vous pouvez vous y rendre, il y a un accès du public et tout ce qui s'y dit est restitué. Donc ça, pareil, je reprends toujours, dans l'équilibre et dans la répartition des fonctions et des rôles de nos institutions, le Parlement, il amène ça, la transparence. On sait ce qui s'y dit. Si je veux savoir ce qu'un député a dit, ce qu'un député a voté, je peux savoir ce qu'il en est. Vous ne saurez pas quelles ont été les prises de position internes du gouvernement pour élaborer tel projet de loi, pour arbitrer tel usage du budget en interne du gouvernement. Vous aurez uniquement la restitution globale. Troisième caractéristique que le Parlement apporte dans notre démocratie et que le gouvernement ne peut pas apporter, c'est une forme de proximité. Il y a 577 députés qui sont élus par circonscription, donc chacune et chacun d'entre nous a, dans une relative proximité, une porte d'entrée de l'Assemblée nationale, du Parlement à sa disposition. Bien évidemment, le gouvernement n'est pas organisé de la même manière. Donc, voilà, donc, ce sont des éléments extrêmement concrets, mais qui participent de ça. Après, un autre point alors, qui est très important, c'est une fois, si on se demandait, mais alors nos députés, en fait, c'est quoi le mandat de député? Alors, on l'évoquera après, les fonctions du Parlement. Le Parlement, c'est la Constitution qui le définit. Il vote la loi, il contrôle le pouvoir exécutif et il évalue les politiques publiques. Très bien. Mais chaque député, c'est quoi en fait? Alors, nous représenter, ça veut dire quoi concrètement? Est-ce qu'il en représente? Vous savez que dans notre Constitution, chaque député représente toute la nation. C'est-à-dire, un député ne représente pas juste les gens qui ont voté pour lui. Il ou elle ne représente pas juste les personnes qui habitent sa circonscription. Chaque député représente toute la nation française. C'est une espèce d'abstraction, mais c'est comme ça qu'on se figure les choses. Alors concrètement, ça veut dire quoi? Et quand on regarde, et on se dit, mais alors, positivement, qu'est-ce qui définit ce mandat, indépendamment des règles et tout ça? Il y a une règle qu'on retrouve dans la Constitution, qu'on retrouve aussi dans le code de déontologie. Il y a un code de déontologie des députés qui est qu'ils doivent respecter. Il y a une notion d'indépendance qui est extrêmement forte. En fait, si on essaie de voir concrètement quel est le cœur de cette mission, on leur demande d'être indépendants à nos élus. Dans la Constitution, il est dit que nul mandat n'est impératif, ne peut être impératif. Alors ça veut dire quoi? Et il y a même des gens, quand on leur explique, qui trouvent ça totalement choquant. C'est-à-dire que, quels que soient les engagements que j'ai pris, je ne suis pas lié par mes engagements. Il n'y a rien qui m'engage. Mais pourquoi? Alors ça peut se vous avez dit que vous feriez ça quand vous étiez en campagne et vous avez le droit de faire autre chose. Mais alors, à quoi servirait-il de délibérer, de discuter? À quoi servirait-il qu'on demande à nos élus de discuter en commission, de discuter dans l'hémicycle, si il fallait à tout prix qu'à la sortie du débat, ils aient la même position qu'à l'entrée? Autant se passer le débat, ça ne sert à rien. Si la délibération a une fonction, c'est bien que potentiellement, entre autres choses, ce n'est pas la seule chose qu'elle a à produire, mais elle peut faire évoluer des opinions et des avis. Deuxièmement, cette notion d'indépendance et encore une fois, de non-mandat impératif et d'indépendance des députés, c'est pour ne pas être lié à des intérêts particuliers. C'est aussi une demande de dire que chaque député doit viser l'intérêt général et en aucun cas être lié à des intérêts particuliers. C'est ce qui fait que très concrètement, il peut y avoir dans certaines procédures des députés qui vont dire « Moi, sur ce sujet, je ne vais pas prendre part au vote parce qu'il se trouve que ma compagne, mon compagnon, un de mes enfants, moi-même, ait des intérêts très forts sur ce sujet. Donc je me déporte du vote. » Il y a par exemple des procédures, le Parlement est associé à des nominations. Le président de la République, le Premier ministre ont des droits de nomination de personnes à des fonctions importantes. Et sur certaines de ces nominations, le Parlement est associé et doit voter pour confirmer ou infirmer une proposition de nomination.
On assiste parfois à ce que des députés disent « je ne prendrai pas part au vote pour dire si telle ou telle personne peut ou non accéder à telle fonction parce qu'il se trouve que cette personne, j'ai travaillé avec elle il y a 20 ans ou quelque chose comme ça. » Donc, nos députés, on leur demande de l'indépendance. Ils n'ont pas le droit d'être tenus par des engagements, ils n'ont pas le droit d'être tenus par des intérêts privés. On a tous des intérêts privés. Un conflit d'intérêts, juste une parenthèse, quelqu'un qui est en situation de conflit d'intérêts, c'est pas quelqu'un qui est, comment dirais-je, qui est une personne immorale. On peut toutes et tous se retrouver dans une situation de conflit d'intérêts. C'est-à-dire que, de par ma situation, j'ai des intérêts qui vont être en conflit. Ce qu'il faut, c'est être vigilant par rapport à ces conflits d'intérêts et pouvoir aider. C'est ce qui fait que les députés doivent remplir en début de mandat des déclarations d'intérêts où on va savoir ce qu'eux-mêmes, mais aussi beaucoup de gens de leur famille, ont comme situation patrimoniale, professionnelle, ainsi de suite, pour vérifier tout ça. Donc ça pour dire, les députés, il leur est demandé, des règles de déontologie pèsent sur eux pour garantir autant que faire se peut une indépendance dans l'exercice de leur mandat. Normalement, voilà, les députés doivent viser à être totalement libres de leur prise de position pour justement n'avoir qu'une seule recherche qui est celle de l'intérêt général. Ça ne veut pas dire qu'on va tous, entre nous, on n'aura pas tous la même conception de ce qu'est l'intérêt général, mais on peut tous honnêtement essayer de se le représenter. Autre caractéristique du fonctionnement de l'Assemblée et du Parlement, c'est que ce sont des institutions, je dirais, ouvertes. Je ne sais pas là aussi quelles images vous en avez. Si vous pensez, si vous avez l'impression que les députés travaillent un peu en vase clos, discutent entre eux, rencontrent peu de gens, peu de personnes. En réalité, quand on dit que nos élus sont déconnectés, très sincèrement, je pense que nos élus, pour toutes celles et ceux, et c'est l'immense majorité d'entre eux, et peu importe qu'ils soient de gauche ou de droite à nouveau, s'ils sont pleinement investis dans leur mandat, en réalité, ils sont beaucoup plus connectés à la société que la plupart d'entre nous. Parce que chacune et chacun d'entre nous, nous fréquentons notre famille, nos amis, nos collègues de travail, nous sommes peut-être engagés dans des associations, des choses comme ça. On connaît tout un tas de gens. Les élus, s'ils exercent leur mandat convenablement, et la plupart le font, en réalité, ils sont au contact de gens beaucoup plus nombreux et beaucoup plus divers que la plupart d'entre nous. Donc penser que individuellement les élus sont déconnectés, c'est une erreur, c'est pas vrai. Là où par contre on a un vrai sujet, c'est comment se fait-il qu'avec 577 personnes, puisqu'ils sont 517 nos députés, qui pour la plupart d'entre eux sont très investis, vont passer la moitié de leur semaine en circonscription, à rencontrer des gens dans leur permanence, à aller dans des commerces, dans des entreprises, dans des associations, puis dans le travail parlementaire à l'Assemblée, auditionner des experts, des syndicats, des universitaires. Comment se fait-il qu'avec des gens qui sont aussi en lien et informés, ça produise collectivement un débat dont peut-être nous jugeons les uns et les autres, ou peut-être certains d'entre vous jugent que c'est un débat qui ne nous représente pas. Ça, c'est un vrai sujet. Voilà, nos élus ne sont pas déconnectés. Comment se fait-il alors que ça produise un débat public, un débat parlementaire que beaucoup de Françaises et de Français considèrent comme non représentatif? Là, il y a un vrai sujet. Il ne faut juste pas se tromper de où est le problème, parce que sinon, on ne risque pas de le résoudre. Donc, l'Assemblée nationale est une institution ouverte parce que dans l'exercice de leur mandat, les députés sont accessibles sur un territoire et dans le travail qu'ils mènent à l'Assemblée pour préparer l'examen d'un projet de loi, d'une proposition de loi, pour exercer les missions de contrôle qui sont les leurs, en réalité, ils ne font pas de la méditation au-dessus d'une feuille en regardant un texte de loi. Ils vont rencontrer énormément de personnes et aller sur chaque sujet rencontrer ce qu'on pourrait appeler les parties prenantes de ces sujets. Encore une fois, les syndicats professionnels, les associations d'usagers, les universitaires experts des sujets et ainsi de suite. Donc, voilà. Et c'est ce qui fait aussi que, petite parenthèse, moi j'ai démarré dans ce travail sans avoir de prérequis là-dedans, mais pour être député, alors je ne suis pas député, mais les députés eux-mêmes, il n'y a pas de diplôme pour être député. Tout le monde peut se retrouver à exercer ce mandat. Heureusement que tout le monde peut exercer ce mandat, pour autant qu'on n'a pas été déchu de ses droits civiques et qu'on a le droit de se présenter aux élections. Et bien évidemment, on va acquérir des connaissances, des compétences dans l'exercice du mandat. Parce que très vite, David rappelait, moi j'ai travaillé avec Dominique Rimbourg pendant 10 ans, donc qui était un député du Sud-Loire ici, qui professionnellement avait été avocat pénaliste pendant 30 ans. Quelqu'un s'est retrouvé à la commission des lois. Alors, il y a une commission qui s'appelle la commission des lois, ça ne veut pas dire qu'il y a quelqu'un qui traite des lois. C'est une commission qui va traiter plus particulièrement notamment les sujets de justice, de questions de sécurité et tout ça. Donc je travaillais avec un député qui, ayant été avocat pendant 30 ans, maîtrisait complètement ces sujets. Mais de l'intérieur de ce travail parlementaire, nous avons été amenés, sur les sujets qu'il a travaillé, à auditionner
Alors voilà, tout un tas d'universitaires, de syndicats, de magistrats, d'avocats, de policiers, de forces de l'ordre, de la pénitentiaire, faire des visites, tout ça. Moi qui l'accompagnais, qui le suivais, voilà, en fait, on se forme très très vite. On apprend énormément de choses de l'intérieur du travail parlementaire. Et des députés qui n'auraient pas un centre d'expertise qui va se retrouver en lien exactement avec la commission à laquelle ils se retrouvent, vont en quelques mois acquérir, de par la manière dont s'exerce le mandat de député, énormément de connaissances. On n'a pas besoin de techniciens, on a besoin ce sont des élus. Il y a des techniciens à côté. Donc, l'Assemblée est une institution ouverte. C'est plus une auberge espagnole qu'une tour d'ivoire. Et là aussi, je ne sais pas si ça correspond à l'image que vous en avez. Sur les fonctions, je les ai. Donc voilà, quelques éléments très concrets du fonctionnement. Donc j'ai évoqué les fonctions du Parlement et de l'Assemblée nationale en particulier. Donc voter la loi, contrôler l'action du gouvernement et évaluer les politiques publiques. Donc ça, ce sont des missions constitutionnelles qui sont données au Parlement. Donc voter la loi, on pourra y revenir. Donc il y a tout un processus par lequel, donc là il y a des étapes, travail de commission. Donc les députés ont la faculté de se réunir en groupe parlementaire. Vous avez dû entendre parler des groupes parlementaires, qui sont aujourd'hui une institution très importante en fait, dans l'organisation du travail. Il faut 15 députés pour faire un groupe parlementaire. Souvent, ce sont des cohésions, des cohérences politiques. Un groupe parlementaire se crée en début de législature autour d'une déclaration, autour d'un texte politique, d'orientation politique. Donc les groupes ne correspondent pas forcément exactement aux partis politiques tels qu'ils se présentent aux élections, mais il y a quand même une très forte ressemblance. Donc les députés ont cette faculté-là. Par ailleurs, ils sont toutes et tous membres de commissions. Il y a 8 commissions qui se divisent le travail. Et ça, on le reverra à un autre moment. Voilà, il y a une division du travail à l'Assemblée. De la même manière que dans notre société, on se divise le travail et que les fonctions électives sont elles-mêmes une division du travail dans notre société, pendant que les uns fabriquent des voitures, d'autres forment des ingénieurs et ainsi de suite, il y en a qui élaborent les lois, qui font leur travail. Mais à l'intérieur même de l'Assemblée, il y a une division du travail. Tous les députés ne travaillent pas en même temps sur les mêmes sujets. Donc il y a déjà une première division autour de ces 8 grandes commissions qui vont se répartir les grands sujets qui correspondent à des regroupements de ministères. Sur la partie de l'évaluation des politiques publiques, il va y avoir un autre aspect du travail parlementaire où il y a des outils spécifiques qui sont faits là-dessus. Et la question du contrôle. Alors je m'arrête un tout petit instant là-dessus. On en parlait avant avec des étudiants qui préparaient, qui ont accompagné la préparation de cette rencontre. Question absurde. J'évoquais tout à l'heure 2 grandes caractéristiques de la démocratie. On élit nos représentants, ils doivent nous rendre des comptes, et puis on a le droit de ne pas les réélire si on n'est pas content. Donc le vote. Voilà. Deuxième grande caractéristique de la démocratie, la division, la séparation et donc le contrôle des pouvoirs. À l'usage, si on te disait « Philippe, tu dois demain choisir entre l'un des deux. Soit tu auras le droit d'élire un homme ou une assemblée, mais il n'y aura que lui ou que elle comme institution, ou alors tu n'as plus le droit de vote. Par contre, on te garantit qu'il y aura une vraie séparation, division et contrôle des pouvoirs. Moi, je suis sûr à l'usage, après avoir vu ce que j'ai vu, que je veux le deuxième. Il me semble beaucoup plus important. C'est un principe absolument fondamental d'un fonctionnement démocratique que la division et la séparation des pouvoirs. Ça ne veut pas dire que je vais me priver de pouvoir les choisir et de leur demander des comptes, mais si je me pose cette question absurde. Tout ça pour dire qu'on est souvent dans notre débat focalisé sur les élections, les modes d'élection, les modes de scrutin. Ça nous semble très important pour la démocratie, comment on est représenté. Et c'est effectivement un vrai sujet. Mais n'oublions vraiment pas, comme citoyennes et citoyens, l'enjeu de la division et du contrôle des pouvoirs. C'est extrêmement important. Et c'est ce qu'on va voir après, c'est qu'on a aujourd'hui une situation qui, du fait de la Ve République, mais aussi après de certains usages qui en sont faits, un déséquilibre massif de nos institutions aujourd'hui, une faiblesse du Parlement qui devrait vraiment toutes et tous nous préoccuper. Avant de clore cette petite première partie, j'ai peut-être déjà été trop long. Pareil, vous avez peut-être déjà entendu dire, par les choses qu'on dit, c'est que et souvent c'est des membres du gouvernement ou des présidents de la République, et là aussi, peu importe qu'ils soient de gauche ou de droite, qui vont vous dire le Parlement c'est lent. Ah, si seulement il n'y avait pas le Parlement qui traînait, nous, le gouvernement, on vous assure, ça irait beaucoup plus vite, nos projets de loi seraient adoptés beaucoup plus vite, ce serait plus efficace pour vous et tout ça. Mon œil. Alors, 2 choses par rapport à ça. Statistiques à l'appui, on retrouvera dans le petit livre, David, tu pourras nous les trouver, elles sont page 244. Le Parlement français est l'un des plus rapides parlements bicaméraux européens. Alors, vous savez, soit on a 2 chambres, on a le Sénat et l'Assemblée nationale, donc certains projets de loi, ils font la navette entre les deux.
Voilà, si vous prenez ça, la durée moyenne, alors c'est des statistiques qui ont quelques années, mais ça n'a pu que s'accélérer depuis, en plus vu les usages qui ont été faits des procédures, entre le moment où un projet de loi est proposé et le moment où il est définitivement adopté ou définitivement rejeté, en général c'est adopté, il y a 149 jours qui s'écoulent. Et si on compare aux autres parlements bicaméraux européens, on est dans les plus rapides, et il y en a qui sont beaucoup, beaucoup plus lents. Les seuls plus rapides sont des parlements monocaméraux. Pendant ce temps-là, qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 149 jours? Vous avez eu quelques députés qui ont travaillé sur le projet, parce que division du travail, non seulement c'est une commission qui en est saisie, mais à l'intérieur d'une commission, il y a plusieurs projets de loi qui sont faits, donc il y a quelques députés qui ont travaillé dessus, avec leurs collaboratrices et collaborateurs, des administrateurs de l'Assemblée, et pareil au Sénat. On a examiné ça en commission, ça a été public, ça a été débattu, ça a été pluraliste, on a voté des amendements, les députés, on parlera un peu de la procédure si vous voulez après, voilà. Puis examen en séance publique, et c'est parti au Sénat, et ainsi de suite. Donc ça a été public. Que savez-vous du temps qu'avait mis le gouvernement pour préparer le même projet de loi? Que savez-vous des moyens que le gouvernement avait consacrés à la préparation de ce même projet de loi? Le gouvernement, disposition de la Constitution, dispose de l'administration. Le gouvernement aura eu le bénéfice pour la préparation de son projet de loi des administrations centrales qu'il a à sa disposition, donc potentiellement des dizaines, voire des centaines de personnes qui ont été mobilisées pour préparer un projet de loi. Le temps qu'il a mis à cette préparation, c'est pas 149 jours, c'est 6 mois, 1 an et demi selon les projets de loi. Donc en réalité, mais ça rejoint des choses que je disais tout à l'heure, le gouvernement, c'est du temps masqué. On ne sait pas combien de temps, on ne sait pas ce qui s'est passé dans la phase gouvernementale d'un travail préparatoire. Vous savez ce qui s'est passé à l'Assemblée, vous savez ce qui s'est passé au Sénat. Ça a peut-être été brouillon par moment, mais forcément c'est le pluraliste. Donc forcément il y a du débat. Forcément qu'ils ne sont pas tous d'accord. Si tous d'accord, ce ne serait pas la démocratie. Et vous l'avez vu, parce que c'est public. Donc les caractéristiques même qui sont des éléments qui participent de la démocratie et de ce qu'apporte notre Parlement à notre démocratie, le pluralisme, la transparence, voilà. Donc, ça finit par jouer contre lui. On trouve que c'est lent, mais c'est parce qu'on n'a pas le point de comparaison avec le gouvernement. On trouve que c'est brouillon parce qu'il y a du débat. Oui, mais forcément, en face, il n'y a pas de débat. Là, il y a du débat, c'est la démocratie. Il faut savoir un petit peu ce qu'on fait. Donc le Parlement n'est pas lent. Vraiment, vous entendrez souvent, moi j'ai entendu un président de gauche le dire, j'étais fou furieux, j'ai entendu un président de droite le dire, c'est fou furieux. C'est faux, le Parlement n'est pas lent. Je suis trop long? Non. Ça va? Bon. S'il y a des... Alors, c'est pas un cours, c'est pas magistral, je sais pas si je vais jusqu'au bout, si vous avez déjà des questions, des remarques, si vous n'êtes pas d'accord, je sais pas comment... Non, je continue? Oui, continue. Ok, d'accord. Alors, deuxième point, c'est pas la démocratie de ce côté-là, on me dit ce qu'il faut faire. Les empêchements. Donc là, je vais donner un peu des éléments de fonctionnement de l'Assemblée. Après, des éléments voilà, qui vont contribuer à ce déséquilibre des pouvoirs entre l'Assemblée et le gouvernement. J'ai évoqué le nombre les commissions parlementaires. Donc, je disais, l'Assemblée nationale comporte 8 commissions. C'est une disposition constitutionnelle. Avant la Ve République, le Parlement était libre du nombre de commissions. Les assemblées choisissaient, l'Assemblée nationale, la Chambre des députés avant, choisissaient le nombre de commissions qu'elles mettaient en place et leur définition, leur pourtour. Et il s'était avéré qu'il y en avait, de fait, il y en avait beaucoup plus qu'aujourd'hui. Et ça avait eu notamment une conséquence fâcheuse, en tout cas qui avait été considérée comme fâcheuse par un certain nombre d'exécutifs, qui était qu'on s'était retrouvé souvent avec des commissions qui étaient vraiment en vis-à-vis de chaque ministère. Aujourd'hui, il y a beaucoup moins de commissions que de ministères. Donc une même commission doit traiter plusieurs sujets, plusieurs ministères. Et donc on s'était retrouvé avec des présidents, alors c'était que des hommes, vous imaginez bien à l'époque, on s'était retrouvé avec des présidents de commission qui étaient des sortes de shadow ministres, de vis-à-vis du ministre. Donc il y avait un rapport de force politique qui était, qui tendait à équilibrer. Le fait d'avoir limité le nombre de commissions dans la Constitution de la Ve République a été un élément de réduction, enfin un parmi d'autres, mais qui déjà affaiblit un petit peu, parce qu'en plus ça généralise. Quand vous avez à la Commission des affaires sociales à traiter à la fois de tous les sujets de la sécurité sociale, mais aussi du travail, c'est extrêmement large. Quand à la Commission des lois, vous devez traiter de la sécurité, mais aussi de la justice, mais aussi de la pénitentiaire, des collectivités territoriales, vous avez un éventail extrêmement large. Donc ça dilue le vis-à-vis entre l'exécutif et le législatif. Une question extrêmement importante, l'ordre du jour. De quoi débat-on à l'Assemblée nationale? Qui décide de quoi on débat? Parce qu'on ne peut voter des dispositions, proposer des modifications législatives que si on est en train de parler de ce sujet-là. Vous avez un ordre du jour de l'Assemblée nationale
Alors, juste petit point, on est là depuis le mois de juillet dernier dans la 17e législature de la Ve République. Donc, tout le monde a en tête la Ve République. La législature, ce sont normalement les 5 ans de mandat des députés. Bon, là, on en a une qui n'a pas fait 5 ans, elle a fait 2 ans, la 16e, du fait de la dissolution. Mais elle a fait que 2 ans, mais on a démarré une suivante, le compteur il tourne. Donc on est dans la 17e. Et une législature, donc dure normalement 5 ans, et vous avez à l'intérieur de cette législature une session ordinaire qui va du premier mardi d'octobre au dernier jour de juin. Ça, c'est la session ordinaire du Parlement. Et puis il y avoir des sessions extraordinaires en juillet, août et septembre. Ça démarre toujours le premier mardi d'octobre parce que traditionnellement, c'est le jour où le gouvernement doit présenter son projet de budget. Vous savez que l'examen, le vote du budget, le consentement à l'impôt, ça a toujours été traditionnellement un élément extrêmement important de l'organisation des sociétés. Avant même l'organisation de notre République, et même avant même qu'on soit en République, et en tout cas avant même la Révolution française, pourquoi Louis XVI convoque des États généraux? Il a un problème d'impôt, il a un problème de fiscalité. Il doit demander un nouveau consentement à l'impôt. Il doit lever plus d'impôts, il lui faut le consentement. Alors, la manière de représenter la population n'était pas la même, on avait nos 3 ordres, tout ça. Mais voilà, donc la question du vote du budget, de l'examen d'un budget, de quels vont être les impôts prélevés, sur qui, à quel niveau, pour faire quoi de ces sommes, a toujours été dans l'organisation d'une société, quelle qu'elle soit, un élément extrêmement important. Donc, notre vie démocratique continue d'être scandée par ce rythme-là. La session parlementaire s'ouvre le premier mardi d'octobre avec la présentation du budget par le gouvernement au Parlement et s'ouvre ce qu'on appelle l'automne budgétaire. Donc bref, on va avoir... Donc on a une session, pourquoi je fais un détour, c'est que j'étais rentré dans cette histoire de session ordinaire qui va du premier mardi d'octobre au dernier jour de juin. Et à l'intérieur de cette session ordinaire, on va avoir des semaines dédiées, on va avoir des semaines thématiques. Alors il y a toutes les semaines du budget justement, et puis après on va avoir des semaines du gouvernement, des semaines de l'Assemblée et des niches parlementaires. Semaines du gouvernement, ça dit bien ce que ça veut dire, ce sont des semaines qui sont à la maîtrise du gouvernement. Donc ce qui va être débattu à l'Assemblée, en l'occurrence dans l'hémicycle en séance publique, c'est le gouvernement qui choisit. On va avoir des semaines de l'Assemblée, là c'est l'Assemblée qui choisit. Alors dans l'ancien monde, quand on avait des majorités absolues, c'était des semaines de la majorité. La majorité et le gouvernement, quand on avait des majorités absolues, ce n'était pas forcément des entités très différentes l'une de l'autre. Et ce n'était pas forcément la majorité parlementaire qui avait du poids sur le gouvernement, c'était pas le gouvernement qui réussissait à faire passer parfois et récupérer du temps là-dessus. On a des semaines de contrôle, on évoquait la fonction de contrôle du Parlement, et des niches parlementaires, c'est une journée par mois attribuée à chaque groupe parlementaire. Donc chaque groupe parlementaire a le droit, une fois par an, à une journée où il décide l'ordre du jour de ce qui se passe en séance. Donc tout ça pour dire que le gouvernement a une large maîtrise de l'ordre du jour. C'est-à-dire ce qui est débattu à l'Assemblée, c'est plus le gouvernement qui en décide que les parlementaires eux-mêmes. Or, si vous voulez faire passer une mesure, si vous voulez débattre d'un sujet, il faut qu'il soit à l'ordre du jour. Donc les députés n'ont pas beaucoup de capacité à mettre des sujets à l'ordre du jour, et voilà, ils sont dépendants du gouvernement pour ça. Ça nous fait toucher à un mot qui s'appelle, un sujet qui est l'initiative parlementaire, l'initiative législative, qui initie la loi. Parce que là, on a dit qu'on votait la loi, qui initie les lois qu'on va avoir à voter. Donc c'est beaucoup le gouvernement qui a l'initiative législative. Les députés vont l'avoir via leur groupe parlementaire. J'évoquais ça, c'est via leur groupe. Les niches, c'est celle des groupes parlementaires. Ce en quoi tous les députés n'ont pas l'obligation de se réunir en groupe parlementaire. C'est ce qu'on appelle les députés non inscrits, c'est ceux qui ne le sont pas. Mais il y a quand même de gros avantages à former des groupes parlementaires. Et parce qu'il y a justement dans la procédure des droits qui sont attachés au groupe et pas aux députés individuellement. Donc, notamment le fait d'avoir une niche parlementaire, ça c'est un droit des groupes, c'est pas un droit d'un député tout seul. Il y a des questions de temps de parole aussi, qui sont des temps de parole liés au groupe et pas au député tout seul. Il y a des droits de tirage, par exemple le fait d'avoir le droit à une commission d'enquête parlementaire une fois par session, c'est un droit attaché au groupe, pas aux députés individuellement. Je referme cette parenthèse, c'est pour dire voilà, le fait de se réunir en groupe parlementaire, ça suppose une cohésion politique, mais ça a en plus de gros avantages dans la procédure parlementaire. Donc je reviens sur l'initiative législative. Donc le gouvernement a plus de temps pour mettre ses propres textes à l'ordre du jour. Les groupes ont une journée par an. Alors après, il reste aux députés un droit fondamental et qui là est individuel. C'est le droit d'amendement. Ça, c'est le couteau suisse des députés. C'est vraiment quelque chose qui est extrêmement important dans l'exercice du mandat. C'est l'outil de base du député. Amender, ça nous vient des pratiques agricoles, qu'on rajoute quelque chose sur une tige, je ne suis pas très bon, mais hop, vous voyez ce que je veux dire. Hop, ça va pousser à partir de là. Donc amender, c'est je prends le texte du gouvernement, tout député a le droit de déposer
n'importe quel... Enfin, on va avoir des règles, mais tout député a le droit de déposer des amendements sur n'importe quel texte. Un amendement, ça veut dire je veux rajouter quelque chose, je veux enlever quelque chose ou je veux modifier quelque chose de ce texte. Voilà. Donc le gouvernement présente un projet de loi. Les députés, concrètement, le texte qui va être adopté, dans 99,9% des cas, ce ne sera plus le texte du gouvernement. Il y aura eu de très importantes modifications. Alors souvent, il va gonfler, il va prendre un peu d'embonpoint, mais même non seulement il gonfle, mais souvent il est même changé dans sa constitution. Mais ce droit d'amendement, il est quand même encadré. Alors, si j'ai un texte qui concerne l'école, après, je ne vais pas pouvoir mettre des amendements sur la prison, ou sur la culture, ou sur le sport, ou je ne sais pas quoi. C'est-à-dire que le droit d'amendement, les amendements que je dépose doivent être en rapport avec l'objet du texte. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, si je n'ai pas la maîtrise des sujets qui sont débattus, moi, un député qui aurait fait, là, depuis 2 ans, un gros travail sur un sujet très spécifique, très important, très technique, s'il n'a pas, à un moment donné, dans l'agenda de l'Assemblée nationale, un texte qui a un rapport avec le sujet qu'il a travaillé, il travaille, mais il ne peut pas faire aboutir son travail. Il ne peut pas faire déboucher son travail sur une proposition, parce qu'il faut qu'il ait ce qu'on appelle ça un vecteur législatif. Il faut qu'il y ait un texte qui passe dans l'agenda, qui se rapporte au sujet qu'il a travaillé pour pouvoir venir mettre ses amendements ou ses propositions. Donc les députés ont la faculté d'amender, mais dans le strict ressort des textes qui sont proposés. Et deuxième grande restriction sur ce droit d'amendement, c'est ce qu'on, vous avez peut-être entendu parler de l'article 40 de la Constitution qui interdit aux députés, en gros, l'amendement ne doit rien coûter, pour faire simple. Les députés, quand ils amendent un texte, ça ne doit rien coûter. Alors ça enlève forcément beaucoup de possibilités. Il y a plein de choses que vous pourriez avoir envie de faire. Si ça coûte de l'argent, non, ça ne passe pas par amendement. Vous ne pouvez pas. Seul le gouvernement peut engager des dépenses et peut faire bouger le budget. Donc, les députés ils ont cet outil des amendements pour pouvoir initier de la législation, mais quand même avec, vous le voyez, des restrictions très fortes. Il faut qu'il y ait un texte qui se rapporte à ce qu'ils ont envie de proposer comme disposition, et puis il faut que les dispositions qu'ils proposent soient non coûteuses. Donc l'initiative législative est quand même beaucoup plus du côté du gouvernement que du côté des députés. Et si ça ne suffisait pas, après le gouvernement a encore plein de petits jokers dans la procédure, dont vous avez sûrement entendu parler. Si tout d'un coup il y a eu dans l'examen d'un texte un vote qui ne plaisait pas, le gouvernement leur demande une deuxième délibération. On ne sait jamais. On peut peut-être ramener des gens, on peut peut-être entre-temps se concilier la faveur de certaines personnes. Le gouvernement leur demandait une nouvelle délibération sur un sujet. Il peut demander ce qu'on appelle des votes bloqués. Alors là, c'est terrible. Lors de la dernière réforme des retraites, il l'a fait au Sénat. C'était assez pervers. C'est-à-dire que le gouvernement va dire, bon écoutez, votre droit de vote, vous allez pouvoir l'exercer, bien évidemment. Alors vous allez voter, voilà ce que vous avez le droit de voter. C'est-à-dire que vous allez voter sur tel article, dans lequel, dans tous les amendements qui ont été déposés, voilà ceux que je retiens. Je retiens le 1, le 2 ne me va pas, je ne le prends pas, le 4, d'accord, le 1. Donc voilà, et c'est un vote bloqué. C'est le package, c'est à prendre ou à laisser. Non, l'amendement 1, alors, et ce qui est permis dans la procédure, vous avez le droit d'en débattre. Hein. Vous pouvez débattre, mais je vous disais, vous ne voterez pas dessus. Vous voterez sur un package. Donc voilà, ce qu'on appelle le vote bloqué. Donc ça, c'est une disposition constitutionnelle. Vous avez bien évidemment entendu parler du 49.3, qui, c'est rédigé comme tel, hein, donc le gouvernement engage sa responsabilité, et donc il l'engage sur un texte. Alors il faut savoir qu'en plus, quand le gouvernement engage sa responsabilité via le 49.3, donc il y a un texte qui a été soumis, qui a pu être amendé, qui a été discuté. Le gouvernement peut intervenir pour faire usage du 49.3 à n'importe quel moment de la procédure. C'est-à-dire, ça peut être à la toute fin, on a tout examiné, on a tout débattu, et puis il dit, bon, je vais quand même utiliser le 49.3, ou ça peut être en plein milieu de la procédure. Et le gouvernement, il ne va pas forcément engager sa responsabilité sur le texte tel qu'il est là, tel qu'il était en train d'être débattu, avec les amendements qui ont été votés. Il va engager sa responsabilité sur la version qu'il souhaite du texte. Et il peut engager sa responsabilité sur une version d'un texte qu'il aura lui-même revu, en l'ayant même modifié par rapport à ce qu'il avait proposé initialement, sans que ce soit des amendements qui avaient été déposés à aucun moment, ni débattus à aucun moment. Donc là, il y a en plus une latitude de réécriture du texte par le gouvernement qui est extrêmement, qui est totale en réalité. Et donc le texte va être considéré comme adopté, ouais, c'est comme si, on va faire comme si ça avait été voté, sauf si, et là pas de chance pour M. Barnier,
première fois dans la Ve République. Alors, il y avait déjà une motion de censure, mais pas dans les mêmes circonstances. Mais pas de chance pour lui, parce que 49.3, il y a déjà eu un paquet. Mais sauf si une motion de censure est votée déposée dans les 48 heures et votée par l'Assemblée. Et le pauvre monsieur Barnier, il n'a pas eu de chance. Autant Elisabeth Borne a déposé quelques dizaines de 49.3 sans souci, autant monsieur Barnier, premier 49.3, boum, il est tombé. Mais voilà, donc le 49.3, sauf motion de censure, ça permet au gouvernement d'obtenir le fait que le texte ait été voté. Enfin, en tout cas, on fait comme s'il avait été voté. Donc ça pour vous dire qu'il existe, du coup, dans la procédure parlementaire, dans la Constitution, des outils qui renforcent le poids du gouvernement, lui permettent vraiment de plier le bras du Parlement. Dernier point pour aller vite, et après, mais pareil, c'est pas, enfin, je sais pas, vous verrez, c'était un petit focus pour essayer d'éclairer un peu des éléments concrets du fonctionnement. Petit focus, dernier point, sur une comparaison entre, cette fois-ci, donc là j'ai beaucoup insisté sur l'Assemblée face au gouvernement, avec mon approche très subtile, que je vous avais annoncé noir sur blanc, le gouvernement c'est le mal, le Parlement c'est le bien. Alors maintenant, la question, c'est est-ce que les conventions citoyennes, c'est mieux que l'Assemblée nationale ou pas? Bon, alors c'est là que mon chauvinisme pour l'Assemblée va ressortir un petit peu plus encore. Non, donc vous savez un petit peu le fonctionnement des conventions citoyennes, donc des citoyennes et des citoyens tirés au sort. Ça ne s'est pas limité à ça. Moi, je prends pour référence la convention citoyenne pour le climat, qui a été bien documentée, on sait comment elle a fonctionné et tout ça, il y en a eu d'autres depuis, mais je ne prétends pas pour les autres, mais c'est celle-ci que j'ai regardée un peu en détail. Donc il y avait eu 150 citoyennes et citoyens tirés au sort. Alors il y en avait eu beaucoup plus de tirés au sort, mais après il y avait quand même des règles, parce qu'en gros il fallait que l'ensemble des 150 personnes correspondent à un panel représentatif, donc élaboré en fonction, alors la même proportion de femmes et d'hommes que dans la société française, la même proportion de niveau d'études, la même proportion de lieux de résidence géographiquement répartis sur la France, des choses, un nombre de critères pour qu'on ait une sorte de représentation sociale, sociologique de la France, qui du coup, et effectivement, répond à une critique qui est faite à l'Assemblée, qui est que sociologiquement, les députés ne représentent pas les Françaises et les Français. Si on prend les catégories socio-professionnelles des députés, si on prend la répartition hommes-femmes, ça ne colle pas. On regarde les Français d'un côté, on regarde les députés de l'autre, c'est pas le même visage. Donc là, on voulait quelque chose qui, voilà, une sorte de représentation miroir sociologique de la société française. Alors, si on prend ça comme point de départ, et qu'on reprend des questions qu'on a vues dans le fonctionnement de l'Assemblée, moi je vais juste interroger le fonctionnement de cette Assemblée. Parce que ça, d'accord, ça bien évidemment que ce point de vue-là, c'est incontestablement beaucoup plus représentatif, que ça représente beaucoup mieux. Maintenant, pour que ça fonctionne et qu'on tienne le fil représentatif, j'ai évoqué tout à l'heure la question de la déontologie. On vérifie auprès de nos élus leur déclaration d'intérêt, on vérifie qu'ils exercent leur mandat sans être en lien, enfin voilà, qu'ils peuvent chercher l'intérêt général et qu'il n'y a pas des intérêts privés, particuliers, qui pèsent dans leurs décisions. Encore une fois, ça peut arriver à tout le monde, je l'ai évoqué tout à l'heure. Le conflit d'intérêts, être en conflit d'intérêts, ce n'est pas être quelqu'un de malhonnête. Être en conflit d'intérêts, c'est une situation. Ce n'est pas quelqu'un qui a fait quelque chose de mal. C'est je dois prendre une décision pour un organisme, mais il se trouve que un de mes enfants, ma compagnon ou ma compagne travaille et a des intérêts, donc forcément, on peut douter. Et un conflit d'intérêts, ce n'est pas une situation objective, en plus, c'est souvent formulé comme ça dans les dispositions du Code de déontologie, c'est une situation qui fait que de l'extérieur, les gens pourraient penser que peut-être ça a influencé sur mon vote. Il faut en plus, conflit d'intérêts, c'est tel qu'il est utilisé pour essayer de prévenir cela dans le fonctionnement de l'Assemblée, c'est qu'il ne faut pas que nos élus soient dans une situation où nous, citoyennes et citoyens, on pourrait penser que peut-être une situation qui aurait influencé sur leur vote. Donc voilà. Les citoyennes et les citoyens en question n'ont jamais vérifié il n'y a pas eu de déclaration d'intérêt. Ils avaient à traiter, en l'occurrence, la question de l'environnement. On n'a jamais vérifié si l'un ou l'une avait son compagnon ou sa compagne qui travaillait chez Total ou qui travaillait, à l'inverse, dans une fondation pour l'environnement, ou ainsi de suite. Ça n'a jamais été vérifié. Il y a cette espèce d'idée que, comme ce sont des citoyens, eux, ils n'ont pas d'intérêt. Eux,
Non, mais des intérêts, on en a tous. Un conflit d'intérêts, encore une fois, ce n'est pas les élus qui ont des conflits d'intérêts. On peut tous avoir des conflits d'intérêts. C'est une situation. Donc, petite question, les citoyennes et citoyens qui participent d'une convention citoyenne, quid de leurs éventuelles situations de conflit d'intérêts? Ça n'avait pas été questionné au moment de cette convention-là. J'ai évoqué tout à l'heure le fait que nos élus, alors c'est une fiction, mais il se trouve que nous considérons, et notre organisation institutionnelle est telle, que nos élus, nos députés représentent toute la nation. Ce qui veut dire que je vous ai évoqué qu'il y a une division du travail à l'Assemblée. Mais comme partout, encore une fois, c'est inévitable. Il y a une division du travail. Ils sont divisés en 8 commissions. Dans chacune de ces commissions, on va retrouver à proportion, alors ça je n'ai pas évoqué, mais les groupes parlementaires. Aujourd'hui, vous savez, dans l'Assemblée nationale, il y a 11 groupes parlementaires. Ils ont chacun leur fraction, enfin là, en fonction du nombre d'élus qu'ils ont. Voilà. Les commissions vont respecter cette proportion. Chaque groupe, chaque commission est une sorte de petit hémicycle. Il y a la même proportion de LFI, de Ensemble pour la République, de RN, de PS, ou ainsi de suite. Ils ont tous leur même proportion. C'est pas grave. Nous, on considère que chaque député représente toute la nation. La partie représente autant que le tout, dans cette conception-là. Si je reprends mon schéma où ce qui est représentatif, ce sont mes 150 citoyens, parce que c'est à 150 qu'ils font un miroir de la société. C'est pas individuellement que chacun représente la nation. C'est pas ça le récit, c'est pas ça la conception de la représentativité d'une convention citoyenne. Ce qu'on nous dit, c'est on a un panel qui, dans son ensemble, est représentatif. Oui, mais dans la Convention citoyenne pour le climat, ils ont quand même travaillé en sous-groupe. Parce que vous ne pouvez pas y échapper, vous êtes obligé de diviser le travail. Mais alors, quelle représentativité avaient ces sous-groupes? Vous perdez l'essence de votre récit. Vous perdez la trame de votre représentativité. Encore une fois, je ne suis pas en train de... C'est juste pour questionner, dire, regardons certaines règles de fonctionnement de nos institutions démocratiques qui ont un peu de bouteille et qui ont eu à traiter certains sujets, et ce qu'on leur oppose aujourd'hui. Donc, si vous divisez votre corps de 150 citoyens qui, ensemble, sont autant de femmes que d'hommes, et ainsi de suite, alors peut-être que vous pouvez garder la parité homme-femme. Par contre, vous ne garderez plus la parité des territoires, vous ne garderez plus la parité, enfin le bon équilibre des catégories socio-professionnelles, ça, parce que vous n'y arriverez pas à 150, si vous faites 8 groupes de travail. Donc la division du travail d'une assemblée citoyenne, si elle est fondée sur ce récit d'une représentation miroir de la société, c'est très difficile à tenir. Autre point, alors un point que je n'ai pas trop évoqué précédemment sur l'Assemblée, l'autonomie du corps législatif. J'ai un peu évoqué, mais normalement, encore une fois, dans cet équilibre des pouvoirs, l'Assemblée nationale, quand elle est élue, elle se constitue. Il va y avoir l'élection de sa présidence, une femme, pour la première fois depuis... elle a été réélue cette année, mais elle avait été élue pour la première fois en 2022, se donne des instances, et ainsi de suite. Donc c'est un corps qui est indépendant du pouvoir exécutif. Il y a une fonction publique parlementaire. Ce sont des fonctionnaires qui passent des concours de l'Assemblée ou du Sénat. Ce n'est pas des fonctionnaires du ministère de l'Intérieur. Et le ministère de l'Intérieur, on enlèverait de temps en temps. L'Assemblée décide de son propre budget. Et elle le prend sur le budget de l'État. Si c'est le ministre de l'Intérieur qui disait le budget de l'Assemblée, pareil, il faut que vous imaginez bien déjà qu'on a des problèmes d'équilibre et de rapport de force. Ce serait facile de tuer l'Assemblée encore plus qu'elle ne l'est aujourd'hui. Bref. Et l'Assemblée nationale décide de son règlement intérieur. Alors, depuis la Ve République, il y a le Conseil constitutionnel qui doit vérifier la constitutionnalité du règlement de nos chambres, ce qui n'était pas le cas avant. Bon, passons. Mais en tout cas, l'Assemblée nationale décide de son mode d'organisation, dans le respect de la Constitution. Les conventionnels, les citoyennes et citoyens qui ont été tirés au sort, se sont-ils formés comme un corps indépendant? Se sont-ils choisis leurs règles de fonctionnement, leur manière de délibérer, ou ont-ils été les sujets d'un dispositif administrativo-politico, je ne sais pas quoi, pensé par d'autres, voulu par d'autres? Quand vous regardez le fonctionnement, c'est un dispositif qui a été pensé par des élus, pensé par des gens d'associations d'ONG pour le climat, et qui ont conçu un dispositif dans lequel des gens étaient pris. Donc il n'y avait pas une autonomie, ce n'est pas un corps autonome. Donc là, c'est pareil, un corps politique, il doit se constituer. Vous fondez une association demain pour n'importe quel projet, vous donnez vos statuts, vous rédigez vos statuts, vous choisissez l'objet de votre association. Les citoyens de la Convention pour le climat n'ont pas créé leur institution. Ils ont été l'objet, les sujets d'une institution. Dernier point pour clôturer avant d'avoir vraiment épuisé le temps et tout le monde, j'ai évoqué tout à l'heure la publicité des débats.
qui est un point extrêmement important du fonctionnement du Parlement. Il n'y avait pas de publicité des débats de la Convention citoyenne pour le climat. On ne sait pas ce qu'ont été les débats internes. On a les résultats finaux. Alors on nous a dit, parce que c'est une critique qui a été faite publiquement à ce moment-là, il a été dit, écoutez, c'est pour laisser plus de liberté aux personnes de s'exprimer, parce qu'elles pourraient être sujettes. Ce qui peut s'entendre. Je reviens derrière. Il y a eu dans l'histoire parlementaire, à un moment donné, dans au moment de la Troisième République, début de Troisième, des débats sur la publicité des votes des députés. Il y a eu un moment donné où certains plaidaient pour que les votes soient secrets et le vote public. Les votes sont publics. Il faudrait rentrer en détail, pas tous, mais en tout cas, tout vote peut être public à l'Assemblée, ainsi de suite. Parce que l'idée, c'est de dire, non, les élus, on doit savoir ce qu'ils votent. C'est trop facile qu'on ne sache pas ce qu'ils votent, ils font croire ce qu'ils veulent. Publiquement, ils peuvent dire un truc, puis voter autre chose. Et les élus, ils doivent rendre des comptes. On doit le savoir, Il est élu, alors il est libre, je reviens tout à l'heure, hein, pas de mandat impératif, liberté et tout ça. L'élu n'est pas tenu par des engagements. Il a le droit de changer d'avis parce que ça a délibéré, parce qu'il a changé d'avis, tout simplement, c'est tout, voilà. Par contre, il devra rendre des comptes et 5 ans plus tard, il se représente, il est réélu ou il n'est pas réélu en fonction de ce que les gens en ont pensé. Là, dans les débats de la Convention citoyenne pour le climat, pas de publicité des débats. On ne sait pas comment ça s'est passé. Et à titre personnel, je trouve ça d'autant plus dommage, c'est que, en plus, je pense que c'est probablement le plus intéressant d'une expérience comme ça. C'est-à-dire parce que quand on regarde en détail ce qu'elle a produit, la Convention citoyenne pour le climat, la quasi-totalité des propositions qu'elle a émises étaient des propositions qui étaient déjà dans les débats parlementaires, dans des textes, dans des rapports, des choses comme ça. Donc, alors, ça aurait pu aider à leur donner plus de force, c'est une chose. Mais par contre, ce qui a probablement été très différent de ce qu'on voit à l'Assemblée, c'est la nature des débats, justement. J'imagine, mais là j'en sais rien, puisque ce n'est pas public, que les débats qu'il y a eu entre citoyennes et citoyens n'ont pas du tout eu la même nature que des débats qu'ont nos élus dans l'hémicycle. Et moi, à titre personnel, je trouve que ça se trouve, c'est de la plus grande richesse de cette expérience à laquelle on n'a pas accès. Donc tout ça pour dire, en tout cas, que si on imagine et qu'on pense qu'il faut rénover nos institutions, complétées par de la participation citoyenne, oui, en tout cas qu'il y a matière à interroger le fonctionnement de telles institutions expérimentales comme la Convention citoyenne pour le climat par quelques grands principes qui guident le fonctionnement d'une assemblée comme notre Assemblée nationale. Ça n'a été ni un cours ni magistral, je vous avais prévenu. Voilà. Merci beaucoup. Je vais en appeler à mes étudiants pour passer les micros. Vous pourrez directement interroger Kéré. Est-ce qu'on a déjà des questions? Il y a des bras qui vont se lever pour des questions. Alors franchement, juste, ça marche ou pas? Il n'y a aucune question bête sur nos institutions. Voilà. Par contre, voilà. Parce qu'en plus, on a tous un regard dessus qui est différent. Donc, il est tout à fait possible que je n'ai pas été clair du tout, donc n'hésitez pas. Donc, vous parlez de la désynchronisation entre les rapports de force du gouvernement et de l'Assemblée. Et est-ce que vous avez pensé à certaines solutions pour justement casser ce rapport de force? Et dans ce cas-là, par exemple, de la solution 6e République? Alors, 6e République, ça ne me dit pas ce que c'est. Alors, ça me permet de dire, il y a les règles, et puis il y a la manière d'utiliser les règles. C'est-à-dire que dans un même cadre de règles, on peut avoir des usages différents. Je vais prendre un exemple qui me passe par la tête. Et ça me permettra de pointer un autre abus que le gouvernement... Il y a une disposition... Je parlais du droit d'amendement. Les députés ont le droit d'amender les textes. Le gouvernement lui-même a le droit de proposer des amendements sur ses propres textes. C'est-à-dire que vous avez un ministre qui a mis 1 an et demi à préparer un texte, il avait 150 personnes aux administrations pour lui préparer, et puis en fait, zut, tiens, je vais quand même modifier mon propre texte. Je viens de penser à un truc, on va changer. Donc le gouvernement a le droit d'amender. Les députés, ils ont un délai d'amendement. C'est-à-dire qu'ils doivent déposer leurs amendements au plus tard 3 jours ouvrés avant le moment où le texte va venir en commission. Le gouvernement n'est tenu par aucun délai d'amendement. Ça fait que très fréquemment, on voit des ministres qui, même en pleine séance publique, d'un coup sortent un amendement qui fait 25 pages et qui vient, alors un truc énorme. Mais c'est gentil, ça fait 2 ans que tu bosses le texte et tu nous sors un amendement de 25 pages. Alors non seulement ça veut dire que les députés n'ont pas eu le temps de le lire, n'ont pas eu le temps de l'analyser. Cet amendement, alors les projets de loi du gouvernement doivent faire l'objet de ce qu'on appelle une étude d'impact.
C'est-à-dire qu'une étude qui analyse un peu les grands enjeux du texte, tout ça. Cet amendement n'aura pas fait l'objet d'une étude d'impact. Les projets de loi du gouvernement doivent être soumis au Conseil d'État pour un avis du Conseil d'État. Ces amendements hors délai ne sont pas soumis à des... Donc le gouvernement a le droit de faire ça dans la Constitution, c'est parfaitement légal, c'est insupportable pour les députés, mais il a le droit. Dans la législature de 2012 à 2017, confrontés à cette pratique, les députés de la majorité d'alors de la Commission des lois, en ayant vraiment marre de voir leurs ministres, alors c'était des ministres qu'ils soutenaient politiquement, parce que là je parle de députés d'une majorité, donc c'est à l'époque où il y avait une majorité absolue. Donc des députés ont dit à leurs ministres, c'est bien gentil, maintenant tes amendements hors délai, on ne les regardera pas, on votera contre systématiquement. Par principe. Donc, ils ont affiché une règle de comportement qui a emporté une règle de comportement du côté du gouvernement. Tout ça pour dire que c'est à l'intérieur d'un même cadre de fonctionnement, si on a des comportements, une cohésion de comportement des députés, on peut avoir un rapport de force. Dans cette même législature, alors ça c'est un point... Alors, en fait, ça fait aussi appel, parce que là je raisonne justement hors changement constitutionnel, parce que là on rentrerait, déjà il faudrait dire qu'est-ce que vous avez en tête quand vous dites 6ème République, mais même en fait d'ores et déjà on pourrait avoir un équilibre différent, et on peut par moment avoir des équilibres assez différents du fait du comportement de nos députés. Et alors là ça renvoie aussi à une question de sociologie de nos députés. Si vous avez la réforme constitutionnelle qui a instauré le quinquennat, suivi d'une inversion du calendrier, ce qui fait que maintenant, souvent, les élections législatives interviennent juste après les élections présidentielles. Ça a beaucoup renforcé le poids politique du président. Et beaucoup de députés sont élus lorsqu'il y a une alternance, avec la photo du président nouvellement élu sur leur affiche de candidate ou candidat aux élections législatives. Et donc, politiquement, ils doivent leur élection. Voilà. 2017 a été à cet égard un moment très, très significatif parce que sociologiquement, et je ne porte pas de jugement sur les personnes, je tiens à le préciser, mais sociologiquement, on s'est retrouvé à l'Assemblée avec beaucoup de gens qui sont arrivés à l'Assemblée qui étaient des gens qui n'avaient eu aucune trajectoire politique avant, qui n'avaient pas de culture politique, qui n'avaient pas d'engagement partisan, des gens qui, voilà, alors tous les députés ont commencé un jour par être députés, mais souvent par contre ce sont des gens qui avaient un ancrage, un parcours ou des choses comme ça. Cette sociologie d'élus fait que des gens qui ne connaissent pas, qui ne forment pas, alors j'évoquais tout à l'heure la question de former un corps politique, qui n'ont pas de culture politique commune, qui doivent tout politiquement à un président de la République, c'est-à-dire que leur réélection potentielle n'est liée qu'au sort politique du président lui-même, parce qu'ils n'ont aucun ancrage ou des choses comme ça. Ça va vous faire une sociologie d'élus qui ne va pas forcément être très encline pour être dans un rapport de force dans l'élaboration d'un projet de loi, ou encore plus dans le contrôle parlementaire pour mener ça. Moi, j'ai vécu, voilà, l'un des trucs peut-être le plus, là si je peux renvoyer du vécu, peut-être le moment parlementaire le plus fort que j'ai vécu, mais parce que c'était aussi des circonstances extrêmement compliquées, extrêmement dramatiques, c'est au moment de la période des attentats, voilà, la fin de la deuxième moitié du quinquennat de François Hollande. C'était Charlie, puis après le Bataclan et tout ça. Le soir de l'attentat du Bataclan, le président de la République, François Hollande, active une disposition parfaitement légale qui est l'état d'urgence. L'état d'urgence, donc c'est légal, le gouvernement, ça va avoir, concrètement l'état d'urgence c'est quoi? C'est qu'il y a certains pouvoirs de la justice, la justice sont transférés à l'administration, donc notamment au préfet. C'est-à-dire que normalement, il n'y a que les juges qui peuvent vous limiter vos libertés, vous prendre votre permis de conduire, enfin en tout cas vraiment, le policier peut le prendre, mais après c'est le juge qui décide, des choses comme ça. Les députés votent la loi, mais la loi dit ce qu'il y a le droit de faire, ce qui est interdit, ce qui est obligatoire, et puis quand on enfreint la loi, c'est le juge qui le dit et qui nous restreint nos libertés. Là, état d'urgence, tout d'un coup, le préfet pouvait assigner des gens à résidence, et des gens qui ont été assignés chez eux pendant plus d'1 an et demi. Le préfet a le droit de dire plus le droit de manifester à tel endroit, ou ainsi de suite, ou des fouilles à certains endroits, ou des choses comme ça. Donc, le pouvoir administratif récupérait des prérogatives du pouvoir judiciaire. La commission des lois, c'est là que j'étais, donc c'est là que je voyais plus particulièrement les choses, la commission des lois a décidé, donc là aussi la majorité des députés de la commission, donc qui étaient plutôt dans la majorité du gouvernement de l'époque, ont dit, on souhaite, soit
on concède au gouvernement qu'il veut recourir à l'état d'urgence. Par contre, on va attribuer à la commission des lois les prérogatives d'une commission d'enquête. Alors, les commissions d'enquête, dans les différents outils de contrôle que le Parlement a à sa disposition, c'est le plus poussé. Une commission d'enquête, les parlementaires ont le droit de faire déférer devant eux des gens qui, sous peine de faux témoignages, sont passibles de peine pénale, ont le droit d'envoyer la force publique pour aller chercher les gens, ont le droit d'aller faire des contrôles sur pièce et sur place, faire remettre des documents dans les administrations, dans certains types d'entreprises et tout ça. Donc c'est vraiment le pouvoir de contrôle poussé à son maximum du côté du Parlement. Souvent, ce sont des enquêtes qui ont... Il y en a très fréquemment, les travaux de commission d'enquête. Souvent, on enquête sur des faits passés, sur des problèmes qui ont eu lieu, et on revient sur des situations pour essayer de les diagnostiquer. Là, il s'est trouvé qu'une majorité a décidé qu'elle allait en temps réel contrôler l'usage que l'administration, donc les préfets rapportent au gouvernement directement, au ministre de l'Intérieur, faisaient des prérogatives qui venaient de leur être données. Ça existe, cette possibilité. Mais il faut qu'il y ait des députés qui s'autorisent le droit de le faire. Il faut des députés qui se disent, certes, c'est le gouvernement que je soutiens, mais là, j'estime que pour les libertés publiques, je vais vraiment emmerder le gouvernement. Parce que je vous assure que le ministre de l'Intérieur était fou furieux, fou de rage. Et c'est un rapport de force qui peut être très violent. Vraiment, là, on rentre dans des rapports de force extrêmement violents. Voilà. Donc, à l'intérieur de mêmes règles de notre droit, de notre règlement de l'Assemblée, de notre Constitution, il y a effectivement un déséquilibre majeur, massif de nos institutions. Maintenant, on pourrait d'ores et déjà avoir des élus. Moi, il me semble que, pareil, il y a 17-18 ans d'expérience, en fait, un député, il doit être schizophrène. Le bon député, il est schizophrène. Le bon député, il a bien évidemment le droit, il doit défendre ses conceptions politiques. Et s'il est majoritaire, il est dans la majorité, il soutient un gouvernement, qui est la traduction de cette majorité. C'est totalement normal. Et même si elle ne me plaît pas, cette majorité, c'est normal que les députés de tel parti soutiennent leur gouvernement s'ils sont majoritaires. Maintenant, il est absolument impératif que ces personnes, non seulement fassent ça, mais qu'elles aient une deuxième casquette et qu'elles soient autant, si ce n'est plus, des ferventes défenseurs pour exercer les prérogatives du Parlement. Il faut être capable de soutenir politiquement un gouvernement, mais de le contrôler véritablement. Il faut être capable de ne pas forcément faire tomber tous ces projets de loi, mais si on n'est pas d'accord, de vraiment changer ce projet de loi et de battre son propre ministre en hémicycle. Et ça se voit, on le voit, enfin, ça existe. C'est pas ce qui ressort des débats parlementaires, mais ça existe réellement. Donc, il y a un vrai sujet quand même dans la manière dont les députés exercent leur mandat. Je ne réponds pas vraiment au sujet, mais parce qu'il faudrait du coup aller dans ce que vous mettiez vraiment derrière 6ème République. Merci. Voilà. Alors, partant de cette expérience pratique professionnelle et l'installation, est-il possible éventuellement, en fonction de ça, de présenter une réforme au niveau de la 6ème République, puisque rapport, ce que vous dites, ce sont des pratiques professionnelles qui sont très importantes et qui peuvent effectivement modifier les pratiques entre le gouvernement et l'Assemblée. Puis, moi, j'ai pas de réforme constitutionnelle en tête à moi tout seul. Je pense que non, mais pour vous, oui. Personnellement, quel est votre avis, puisque là, vous êtes parmi nous, donc, comme quelqu'un qui nous fait preuve d'un témoignage, alors comment vous voyez les choses? Parce que peut-on aller vers cette dimension de la réforme 6ème République? Alors, qu'est-ce que vous mettez derrière le mot 6ème République? Oui, tout simplement, changement de constitution à la lumière des pratiques professionnelles de l'Assemblée et du gouvernement, afin de peut-être mieux améliorer ces pratiques pour son même peuple. Ah mais oui, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit concrètement. Voilà, est-ce que, alors, par exemple, il y a des gens qui disent le 49.3, c'est pas démocratique. Il faut enlever le 49.3, par exemple. Est-ce que ça suffit? D'autres vont dire c'est le mode de scrutin. L'Assemblée n'est pas représentative, il faut mettre de la proportionnelle. Est-ce que les députés pensent que 43 est toujours bien utile ou ils ont peut-être des réticences, même dans la majorité? Il y a eu, là il y a quelques jours, il y a un documentaire, là, il y a deux documentaires là, qui sont
sur France Télévisions, enfin sur leur plateforme, là, et un sur la dissolution, et un autre qui a suivi, enfin, je ne sais pas si c'est dans celui de la dissolution, où on voit beaucoup de responsables politiques de ces dernières années, et notamment la question du 49.3 est venue. Et c'est vrai que plusieurs ont témoigné du fait que la perception publique de cette disposition constitutionnelle a beaucoup évolué en quelques années. C'est-à-dire qu'il y a encore une quinzaine d'années, ce n'était pas un outil qui scandalisait. Le 49.3, il a déjà été utilisé plein de fois dans l'histoire. Tous les gouvernements ont eu recours au 49.3. Depuis quelques années, c'est perçu très fortement par l'opinion publique comme un déni de démocratie, comme un passage en force, vraiment un déni de démocratie. Là, comme vous avez probablement un peu suivi ces derniers jours, là, donc, il y a eu vraiment un événement il y a 10 jours, une censure qui a abouti, un gouvernement qui est tombé, un Premier ministre qui a été nommé là, il y a quelques jours. Sauf que le Premier ministre est tombé, son gouvernement est tombé, mais la situation, l'Assemblée est la même. Et l'Assemblée qui est sortie des urnes en juillet dernier, elle est là de toute façon au moins jusqu'au 30 juin prochain. Parce que le président n'a plus le droit de dissoudre pendant 1 an après avoir fait usage de son droit de dissolution. Alors, vous voyez, pourquoi je dis ça, c'est que là, le truc très bien, le gouvernement il est tombé, maintenant comment on fait? Et tout le monde se retrouve un petit peu face à cette situation. Et dans les discussions, dans les propositions qui tournent, il y en a eu une qui consistait à dire, bon, il faudrait, et ça rejoint un peu ce qu'il y a tout à l'heure, c'est qu'on ne va pas changer les règles là dans les jours qui viennent. Par contre, est-ce qu'on peut changer la manière d'utiliser les règles? Est-ce qu'il peut y avoir des engagements des uns et des autres? Est-ce que le gouvernement pourrait prendre l'engagement de ne pas avoir recours au 49.3? C'est une discussion. Là, je sais pas, vous avez dû entendre ça dans les actualités. Il y a certains groupes parlementaires qui ont demandé ça. En échange de quoi, les groupes parlementaires pourraient peut-être proposer de ne pas utiliser la censure. Donc là, c'est donc on retomberait sur cette logique de dire, là, on n'a pas le temps de changer les règles, on ne va pas changer on n'est déjà pas foutu de voter un budget, on ne va pas changer la Constitution maintenant. Par contre, est-ce qu'on peut se mettre d'accord sur un autre usage des règles telles qu'elles existent pour l'instant? Donc tout ça pour dire que la question du 49.3, dans l'opinion publique, elle est posée. Maintenant, souvent, il faut faire attention à un truc, c'est que on ne mesure pas toujours les effets des changements constitutionnels. Par exemple, moi, c'est un truc, je ne le savais pas, enfin je l'ai appris il n'y a pas très longtemps, mais quand on est passé de la 4e à la 5e République, et justement, donc la 5e République, la constitution de la 5e République a été conçue justement pour ce qu'on a appelé le parlementarisme rationalisé. On a cadenassé, je vous ai un petit peu décrit un certain nombre de certains éléments qui vous montrent comment le Parlement est un petit peu tenu par l'exécutif et tout ça. Mais alors un truc qui est surprenant, c'est que les gens qui ont conçu ça avaient en tête l'expérience de la 4e. Ce qu'ils n'ont pas du tout imaginé, c'est que la 5e allait produire des majorités absolues. Eux, ils ont produit cette constitution pensant qu'il y aurait toujours une absence de majorité. Or, on s'est retrouvé avec une 5e République qui, électoralement, s'est mise à produire des majorités absolues. Donc on avait des majorités absolues et des outils qui sont faits normalement pour gérer des situations sans majorité. Typiquement le 49.3. Le 49.3 est un outil à la disposition du gouvernement pour faire face à une absence de majorité. Sachant qu'il y a en face la possibilité pour le Parlement, c'est arrivé il y a 10 jours, de renverser le gouvernement si jamais il veut s'opposer à cet usage du 49.3. C'est la première fois que ça arrive. Il y a déjà eu plein de motions de censure, mais jamais elles avaient réussi à être majoritaires. Donc le truc, ce que je veux dire, c'est que on a conçu en 1958 une constitution où ils ont forcément pensé faire bien, avec les conceptions qui étaient les leurs, mais il y a des choses qu'on n'a pas anticipées. J'évoquais tout à l'heure la réforme constitutionnelle qui a passé de 7 ans à 5 ans le mandat présidentiel et qui a inversé le calendrier, qui a mis les législatives derrière. La manière dont ça a renforcé le poids du président et encore affaibli le Parlement n'avait pas du tout été anticipée. Donc ça pour dire que les modifications de certaines de nos règles institutionnelles, on en mesure les effets que derrière. La dernière grande réforme constitutionnelle qu'on a eue, c'est en 2008, à l'initiative de Nicolas Sarkozy. À titre personnel, je pense que c'était une bonne réforme. En réalité, cette réforme, elle a renforcé le poids du Parlement. Mais dans sa manière de le renforcer, il y a eu des effets totalement inattendus.
avant cette réforme, alors je vous dis, les textes, ils passent d'abord en commission et après ils vont en séance publique. Donc d'abord travail dans un sous-groupe en quelque sorte, et puis après c'est travail en plénière. Jusqu'à la réforme de 2008, alors ça peut sembler très, très bizarre, mais c'était comme ça. Donc les débats, enfin les députés en commission débattaient le texte, l'amendaient, ce que j'ai dit tout à l'heure, donc ils le modifiaient, ils votaient des amendements. Quand le texte arrivait en séance publique, on repartait de la version initiale du texte. Le travail de commission était effacé. On redémarrait à zéro. La commission, c'était une sorte d'échauffement, en quelque sorte. Et on redémarrait à zéro. Depuis 2008, alors vous rigolez, mais c'est encore le cas pour les procédures budgétaires. Le budget et le budget de la sécurité sociale sont toujours examinés de cette manière-là. Le travail de commission est effacé, on redémarre en séance avec le texte initial du gouvernement. Mais parce que c'est l'usage ancien. Pour tous les autres textes, ce n'est plus le cas. Alors ça peut sembler juste un truc de bon sens. On va gagner du temps, machin. En réalité, ça a changé des choses énormes. Ce point-là a renforcé énormément le Parlement. Parce que dans le travail en commission, il y a une fonction qui s'appelle la fonction de rapporteur. Il y a un ou une députée qui est élue par ses pairs comme rapporteur du texte. C'est le ou la députée, alors souvent de la majorité, qui va organiser les auditions que j'évoquais tout à l'heure, qui a à sa disposition en plus un ou une administratrice de l'Assemblée, donc un fonctionnaire dédié au sujet qui va l'aider dans son travail. Et il a en plus même quelques prérogatives en plus sur les délais d'amendement. Lui aussi en commission, il n'a pas de délai d'amendement, il peut amender un peu quand il veut. Ce rapporteur, s'il se débrouille bien, voilà, techniquement mais aussi politiquement, il va en commission réussir à emmener son groupe parlementaire sur ses positions. Il va faire amender le texte, dans son sens. Quand on va arriver en séance publique, si le gouvernement n'est pas content de ce qui s'est passé en commission, il va falloir qu'il réussisse à faire que l'Assemblée vienne voter contre ce qu'elle a elle-même voté en commission. Avant, c'était facile, on repartait de son texte au gouvernement. Le travail de commission était effacé. Le gouvernement, il n'avait qu'à maintenir sa position. Là, tout d'un coup, il doit regagner des positions s'il en a perdu. Et c'est beaucoup plus dur. Et la fonction de rapporteur, dans les dernières années, depuis 2008, est une fonction qui a énormément pris d'importance et qui a renforcé, là, cette fois-ci, dans le rapport de force. Mais là aussi, c'est souvent quelqu'un de la majorité. Donc là, on retombe sur la question de la sociologie des élus. Si on a des élus qui savent tenir tête et faire preuve d'indépendance, ils peuvent battre leur propre gouvernement. En fait, tel que vous racontez, vous corrigez, vous parlez plutôt de flexibilité des pratiques professionnelles, parce qu'en fait, on voit bien que ça se corrige tout seul. À l'avenir, effectivement, et puis aussi peut-être des sociologies, puis peut-être aussi de manière dont les institutions entreprennent et que nous, on ne sait pas comment elles partent. Et là, en fait, votre discours, il est plutôt, disons, un discours d'équilibre. Et de ce fait-là, je vous sais bien qu'on n'a pas besoin de la réforme constitutionnelle. Je n'ai pas dit ça non plus. Non, moi, je faisais juste preuve de prudence en disant que je pense qu'une réforme, si on la conçoit d'ampleur, parce que souvent, quand on dit 6e République, on peut ne pas tous avoir en plus la même chose en tête. Parce que souvent, derrière le mot 6e République, il faudrait rentrer dans le détail. Souvent, on s'imagine un changement fort, en tout cas important, de nos institutions, et en se disant, voilà, on n'est pas assez bien représenté, c'est pas assez efficace. Mais une fois qu'on s'est dit ça, comment on représente mieux, comment on rend plus efficace, ça va devenir plus compliqué, puis on va voir qu'on ne va pas tous être d'accord. Puis surtout, encore une fois, moi je suis pas juriste de formation, mais je pratique ces outils-là. On voit bien que ça a des effets en cascade. Par contre, ça a des effets très subtils qu'on ne voit pas toujours. Il y a des petits changements. Là, voilà, je vous ai évoqué 2008, on lui dit, bon allez, on va gagner du temps, ça va être plus efficace. Maintenant, le texte voté en commission, on va démarrer dessus en séance. Ça semble, c'est de bon sens, mais en fait, ça a changé le rapport de force entre l'exécutif et le législatif. Personne ne l'avait vu venir. Des choses comme ça. Là où je rejoins votre propos, c'est que, effectivement, il y a des règles qui font fonctionner nos institutions. On peut penser à les changer. Et la Ve République a beaucoup changé par rapport à l'initiale. On n'est déjà plus dans la Ve République de l'initiale. Il n'y a eu, avant M. Barnier, il n'y a eu qu'un seul autre Premier ministre à subir les foudres d'une motion de censure. C'était Georges Pompidou en 1962. Alors lui, c'était pas parce qu'il avait fait usage du 49.3, le pauvre, c'est parce que celui qui était au-dessus de lui, le président de la République de l'époque, Charles de Gaulle, avait souhaitait qu'il y ait une modification de la Constitution pour que le président de la République soit non plus tel qu'il l'était, c'est-à-dire élu au suffrage indirect. C'est-à-dire que c'était les grands électeurs, comme les sénateurs. On ne vote pas, vous et moi, pour les sénatrices et sénateurs. C'est les grands électeurs, ce qu'on appelle les grands électeurs, donc les élus qui votent pour ces élus-là de deuxième niveau. Le président était dans cette même situation. Et Charles de Gaulle a voulu que le président de la République soit élu au suffrage universel direct.
il s'est trouvé une majorité de députés de l'époque. Alors, il faut imaginer que pour faire une majorité de l'époque, il fallait forcément qu'il y ait des gaullistes dedans. La gauche a voté la censure de Georges Pompidou, mais s'il n'y avait eu que elle à la voter, ça ne serait pas allé bien loin. Il a fallu des élus centristes et des élus gaullistes qui ont tout de suite vu le déséquilibre que ça allait emporter dans nos institutions. Qu'un président de la République élu au suffrage universel, dans cette architecture de la Ve, ça allait renforcer le truc. Donc, bref, il y a des changements qui peuvent avoir des conséquences extrêmement lourdes. Et donc la Ve qu'on a aujourd'hui n'est déjà plus du tout la Ve du début. Mais effectivement, donc, nos règles emportent des conséquences très lourdes, mais il est vrai aussi, mais ce n'est pas soit l'un soit l'autre, mais il est vrai aussi qu'à l'intérieur d'un système de règles et de normes, on peut avoir des usages différents de ces règles. On peut, et là, on retombe malgré tout sur alors moi j'appelle ça la sociologie des élus, mais bon, enfin, je ne sais pas si mon point était clair, mais voilà, des gens qui savent tenir tête. Je disais tout à l'heure, ce qu'on demande à nos députés, c'est écrit, c'est d'être indépendants. Je pense que c'est un vrai sujet. Demandons à nos élus de faire preuve d'indépendance. Alors c'est là qu'après que les logiques partisanes, on en parlait tout à l'heure, hein, les logiques partisanes, les logiques de groupe viennent un peu limiter ça par moment. Ça, c'est encore autre chose. Ouais, je suis bavard. Je crois que vous allez avoir un micro. Comment est-ce que les députés gèrent leur relation avec le parti? Est-ce qu'on a fait l'impression que la culture de Pythagore obéissent aux injonctions de leur parti? Ils ne sont plus justement quelqu'un. Ah oui. Alors, je pense que c'est différent Il y a des cultures partisanes différentes. Donc, je pense qu'il n'y a pas une seule façon pour tous les groupes. Alors, on a les groupes parlementaires que j'évoquais tout à l'heure, qui sont la traduction des partis dans le Parlement. À l'Assemblée, il n'y a pas le RN, le Parti socialiste, les Républicains et tout ça. À l'Assemblée nationale, il y a le groupe parlementaire, ceci, le groupe parlementaire, cela. Ce n'est pas exactement la même chose. Ce sont effectivement des lieux de coordination. Et effectivement, qui visent à homogénéiser des prises de position et des choses comme ça. C'est là que des cultures différentes vont pouvoir jouer. Je ne citerai personne, mais je pense que vous pouvez imaginer que dans certaines familles politiques, ça vote comme un seul homme. Dans d'autres, c'est susceptible de ne pas être toujours raccord au moment où il faut appuyer sur le bouton. Ils n'appuient pas tous sur le même bouton, le même jour et tout ça. Et même souvent, on va leur faire le reproche. Dans l'opinion, ils sont divisés. Bah oui, faut savoir, ils sont indépendants ou ils sont divisés. Il faut aussi savoir ce qu'on leur demande. C'est-à-dire, si on leur demande de l'indépendance, il faut accepter qu'ils soient divisés par moment. Donc là, déjà, il y a une différence là-dessus. Là où, donc là, après, voilà, c'est de la culture parlementaire. Moi, si je fais référence au groupe que je vois fonctionner depuis maintenant longtemps, vous avez des sujets où vous allez avoir explicitement de la liberté de vote qui va être laissée. Sur les sujets bioéthiques, par exemple. On laisse la liberté de conscience. C'est une culture dans ce groupe parlementaire-là. Liberté de conscience. Alors, ça ne veut pas dire que le groupe ne va pas avoir de position. Le groupe va afficher majoritairement sa position, mais dire par ailleurs, nos députés sont libres de voter comme ils veulent, parce que là, c'est des sujets, on estime que au-dessus de la cohésion politique du groupe, il y a une liberté de conscience qui doit être laissée aux uns et aux autres. En réalité, les députés restent libres de leur vote. À eux de prendre leur liberté. Donc c'est aussi de l'autorégulation. On a eu, là, je pense, petite parenthèse, mais parce que ça me pensait, le Parlement a été soumis à très très rude épreuve pendant la Covid. Parce que là, on s'est retrouvé avec un mode de fonctionnement délirant. Alors la société dans son ensemble a été mise dans un état absolument incroyable. Voilà, c'est un autre sujet. Enfin, à titre personnel, je trouve qu'on a enfreint des règles absolument délirantes en matière d'obsèques. Enfin, là, on a enfreint des règles anthropologiques majeures. C'est un truc complètement invraisemblable, la manière dont on a empêché des gens de faire le deuil de leurs proches. Ça me reste... On a accepté ça. Et bref. Donc, moins grave que ça, mais au Parlement, on s'est retrouvé à un moment donné avec des règles qui ont été que un seul député représentait tout son groupe. Il y avait un seul député par groupe présent dans l'hémicycle, et ce député pesait le poids de son groupe. Alors en l'occurrence, on était à l'époque où le groupe En Marche avait la majorité absolue, donc Gilles Legendre, qui était le président du groupe En Marche, à la limite, c'était pas trop la peine de débattre. Il aurait fallu juste demander à Gilles Legendre de nous dire pourquoi il votait, parce que de toute façon, à la fin, c'était Gilles Legendre qui faisait la loi. Parce que, voilà. Donc bref, donc là, on était dans le cas extrême de la régulation par les groupes.
C'était le président de groupe qui décidait du vote de son groupe, mais bon, on est dans un cas très particulier. Sur ce que vous dites, bon, voilà, je ne peux pas en dire beaucoup, parce que c'est très variable, en fait, Non, là, je parlais de la publicité des débats. C'est vrai que les groupes parlementaires, leurs réunions ne sont pas publiques. Vous n'avez pas, par contre, de compte-rendu, vous n'avez pas accès, vous ne voyez pas ce qui se dit dans les réunions des groupes parlementaires. Et c'est vrai que les groupes sont vraiment un rouage essentiel du fonctionnement du Parlement. Je l'ai évoqué parce que, sur des points de procédure, ils ont du temps de parole, ils ont du temps d'initiative parlementaire, ils ont des droits de tirage pour les fonctions de contrôle. Les groupes parlementaires sont juridiquement des associations que l'Assemblée va doter de moyens. Donc il y a aussi des gens qui sont salariés des groupes. Ça va permettre à ces députés d'avoir, entre guillemets, plus de collaboratrices et collaborateurs pour les accompagner dans leur travail. Donc ça aide à l'exercice du mandat. Donc c'est vrai que les groupes sont vraiment un rouage essentiel du Parlement. Et c'est vrai que ce sont des vrais lieux de débat politique et de régulation politique. Ce n'est pas public. Je le dis parce que je sais qu'il y a des gens qui questionnent ce point-là. Bon, à titre personnel, ça ne me choque pas. Il faut quand même qu'il y ait des moments où ils puissent se discuter entre eux et tout ça. Mais c'est vrai que ce que je veux dire, c'est que du coup, par rapport à votre question, c'est vrai que c'est un niveau de débat. Il y a des débats, des vrais débats, qui peuvent être extrêmement virulents, mais c'est vrai que pour le coup, ces débats-là, ils n'apparaissent pas au grand jour. Et les citoyennes et citoyens, ils en voient le résultat. Le groupe machin va voter pour, le groupe truc va voter contre. Et on a l'impression d'un truc monolithique. Alors là, pareil, selon la culture de chaque groupe, il peut y avoir eu un vrai débat à l'intérieur. Mais ça veut dire que les députés qui sont membres d'un groupe rentrent volontairement, encore une fois, ce n'est pas une obligation, hein, ils rentrent volontairement dans une instance qui est une instance de régulation. On va essayer, où la majorité va l'emporter. Mais c'est vrai que cette étape-là de la délibération, elle n'est pas publique. Donc ça peut jouer probablement sur la perception qu'on a à la fin de l'exercice du mandat par les députés. Mais je reviens, les groupes parlementaires n'ont pas toujours existé. Sous la Troisième République, parce qu'en fait, les groupes parlementaires sont apparus petit à petit comme un écho dans le fonctionnement parlementaire des partis politiques, qui eux-mêmes n'ont pas toujours existé. Ils commencent à se structurer courant 19e, fin 19e. Les groupes parlementaires vont apparaître formellement à la fin du 19e, mais vont avoir un vrai rôle que plus tard dans le fonctionnement de l'Assemblée. Et la Troisième République, moi j'avoue que je l'aime bien. Alors, c'est pas forcément pour faire une réforme constitutionnelle, mais parmi je trouve si je vous dis la loi de 1905, si je vous dis le droit de la presse, le droit du travail est né à ce moment-là. Il y a des grandes lois qu'on associe quasiment à la liberté d'association. Il y a comme ça des droits fondamentaux de liberté publique. On a l'impression que c'est la République, qu'ils sont consubstantiels à notre République. Maintenant, ils ont une histoire. Ils sont venus au moment de la Troisième République. Et alors, la Troisième République, vue d'ici, c'était l'horreur de l'horreur. Hein. C'était des notables locaux, multicumulards, qui étaient députés. Vous voyez, c'est la bonne presse, ce genre de personnage. Ouais, mais alors ça avait un gros avantage. C'est que ces gens-là étaient totalement indépendants. Ils ne devaient leur élection qu'à eux-mêmes. Il n'y avait pas un parti qui les nommait, il n'y avait pas un parti qui leur disait ce qu'ils devaient penser. Donc ce qui faisait qu'une fois rendus à l'Assemblée, pour faire des lois, c'est toujours pareil, il faut une majorité. Il fallait mettre une majorité de ces petits bonshommes, parce que pareil, c'était que des hommes, d'accord entre eux. Quand on regarde les débats de la Troisième République, par exemple ceux qui ont participé de l'élaboration de la loi de 1905, j'ai 3 ans de débat en commission. Alors là, effectivement, c'est plus 149 jours. Tout à l'heure, je disais on est rapide et tout, 149 jours. Là, non, là, on explose le compteur. 3 ans, de débat en commission. 6 mois en séance publique. Oui, mais à la fin, vous avez une loi qui, 100 ans plus tard, est toujours là, nickel. Voilà. C'est-à-dire que vous avez aussi eu l'obligation de faire des majorités d'idées, de la vraie délibération, du vrai compromis. Aujourd'hui, là, on évoquait tout à l'heure la situation actuelle, là, pour le coup, vraiment actuelle, là, de ces jours-ci. Est-ce qu'on est aujourd'hui, est-ce qu'on a les outils procéduraux et est-ce qu'on a la culture pour faire du compromis avec une assemblée? Là, aujourd'hui, il n'y a plus du tout aucune majorité. Suite dans les prochains jours. Hein, mais... Moi, j'ai une question à vous poser. Dans votre livre, vous nous invitez à reconstruire la maison du peuple. Alors, très concrètement, c'est dans votre livre, hein. Très concrètement, ça se passe comment? Comment on fait pour être ce contre-pouvoir que vous attendez? Comment on fait pour aider nos députés
comment on fait pour s'investir davantage dans ce travail de démocratie? Alors, dans le petit livre en gros, c'est un peu transparu dans ce que je disais, c'est-à-dire que le fonctionnement de l'Assemblée n'est pas un fonctionnement fermé. C'est une institution qu'on peut, comme citoyen ou citoyen, investir. Alors, c'est comme tout, au début, on ne sait pas où est la porte, ou ainsi de suite, mais si on regarde un tout petit peu, si on prend un tout petit peu le temps de se renseigner sur son fonctionnement, le sujet, c'est de trouver les bons interlocuteurs, de se repérer dans la procédure, d'intervenir au bon moment. Mais voilà, c'est une institution qui est ouverte. C'est pas une institution fermée. Votre député, vous en avez un ou une. Peut-être, alors, j'ai évoqué tout à l'heure, il y a une division du travail à l'Assemblée. On reçoit, alors, quand on est assistante ou assistant d'un député, on reçoit quantité de courriers, de mails et tout ça. Mais même des cabinets privés de lobbying et tout ça écrivent. Mais même eux le font relativement mal s'agissant de l'Assemblée, parce que souvent ils écrivent à tout le monde. Genre, si vous avez un sujet qui vous tient à cœur, ça ne sert strictement à rien d'écrire à tout le monde. Faites un minimum de recherche sur quels sont les députés qui travaillent sur ce sujet. Vous allez en trouver 3-4 qui sont compétents, qui connaissent, qui en plus auditionnent, rencontrent, tout ça. Contactez ces gens-là directement. Si vous voulez savoir, je vous ai évoqué les limites à la capacité d'initiative parlementaire des députés. Nous, comme citoyens, on n'en a pas moins. Si même un député a du mal à placer ses sujets parce qu'il lui faut ce que j'ai appelé tout à l'heure un vecteur législatif, s'il n'y a pas un projet de loi qui circule pour qu'il puisse mettre ses amendements sur le même sujet, il n'y a pas de débouché. Moi, c'est pareil, comme citoyen ou citoyenne, je ne vais pas pouvoir faire qu'à l'Assemblée soit débattu un truc si même les députés n'y arrivent pas. Donc moi aussi, je peux me renseigner sur y a-t-il en ce moment un projet de loi. Donc, pareil, là, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en regardant un petit peu, il y a les outils pour s'informer sur le site de l'Assemblée, pour voir l'agenda législatif, voir les sujets qui sont annoncés à l'avance, les travaux d'évaluation qui sont menés, et repérer les gens. Donc, ça pour dire, le principe général, sans rentrer dans les détails, c'est que l'Assemblée étant une institution ouverte, tout ce qui s'y passe étant public, si on fait juste un tout petit peu l'effort d'aller rechercher les bons interlocuteurs, trouver la procédure, on peut rentrer dedans. Le principe, il est là. Après, Vous écoutez, il faut du temps, il faut un minimum d'expertise, sans doute. C'est pas forcément donné à tout le monde. Mais là, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, c'est que la politique, elle s'inscrit, de mon point de vue, dans la division du travail de notre société. Vous êtes enseignant, il y en a qui sont étudiants, il y en a qui travaillent dans ceci, dans cela. Donc oui, chacune et chacun d'entre nous consacre l'essentiel de son temps à son travail, et puis d'autres, sa vie personnelle et tout ça. Ce temps-là, si je veux exercer une citoyenneté qui consisterait vraiment effectivement à aller plus loin que le simple exercice de mon droit de vote, et à rentrer dans la procédure parlementaire, ou à essayer de faire valoir des points de vue, des propositions. Pareil, j'ai dit tout à l'heure, les députés, le sujet, c'est pas leur opinion. Ils ne méditent pas sur les textes. Ils essayent de comprendre et d'analyser. Le sujet, c'est pas est-ce que j'ai un point de vue, c'est est-ce que je sais quelque chose. Alors je peux savoir de par mon expérience professionnelle, mais je peux savoir des gens qui ont vécu la maladie, qui ont été... on peut avoir une connaissance de l'hôpital public, on peut avoir une connaissance de ce que c'est que d'être aidant d'un proche malade, on peut savoir... dans nos vies, il y a des choses que l'on sait d'expérience, chacune et chacun d'entre nous. Et pour un certain nombre de ces sujets, ils se rapportent à des politiques publiques, à des enjeux de normes, d'organisation de notre société. Ces expériences-là, ces savoirs-là, les députés les cherchent. Quand je vous disais qu'ils font des auditions à tour de bras, c'est pour aller chercher ce savoir-là. Alors souvent, ils le font par l'intermédiaire. Notre société ne se représente pas que par nos députés. Notre société, elle se représente, bien évidemment, par la presse et les médias, mais les associations sont une forme de représentation de la société. Les syndicats sont une forme de représentation de la société. Les chercheurs, les universitaires analysent et apportent de la connaissance sur notre société. Donc les députés vont prioritairement auditionner les associations, les syndicats d'employeurs comme d'employés, de fonctionnaires, ainsi de suite. Donc des organisations de la société civile qu'on va dire organisées. Donc citoyennes et citoyens, moi député, toi député, vous député individuellement, vous ne sauriez pas quelle est la personne qu'il faut aller voir qui vit telle situation. Donc par contre, vous pouvez trouver les associations spécialisées, les associations d'usagers de cela et tout ça. Par contre, si chacune et chacun d'entre nous, comme personne, considérons que
voilà, il y a un truc, je le sais, je l'ai vu, parce que j'ai vécu cette situation, ça dysfonctionne complètement. Je vous dis que le Parlement, il évalue les politiques publiques. Donc là, est-ce qu'il y a en ce moment une mission d'information? C'est un des outils d'évaluation des politiques publiques à disposition des députés pour diagnostiquer des sujets précis. Ben, je vais sur le site de l'Assemblée, où vous mettez sur un moteur de recherche, vous mettez Assemblée nationale, évaluation, et vous mettez vos mots-clés à vous, tant que vous allez trouver. Et s'il n'y a pas une mission en ce moment, il y en a peut-être une qui a été faite il y a un an, ben, c'est pas grave. Quels ont été les députés qui ont été en charge de cette mission? Ils ont bossé sur ce sujet, ils ont cherché des informations sur ce sujet. J'évoquais tout à l'heure le fait qu'il y a des semaines de contrôle après dans l'année, dans la session ordinaire de l'Assemblée. Les semaines de contrôle sont des moments où des travaux de contrôle vont être mis en débat. Parce que souvent, les travaux de contrôle du Parlement, donc les députés, on va avoir travaillé 6 mois pour diagnostiquer un sujet, une politique publique, un enjeu particulier, vont faire un rapport, et ce rapport va, à tous les coups, emporter avec lui derrière des préconisations. On a constaté que, il faudrait que. Alors il faudrait que, ça peut être, il faudrait modifier la loi machin pour faire ceci, ou il faudrait que le gouvernement prenne telle mesure par décret, ou il faudrait que le gouvernement change ceci, et ainsi de suite. Donc il y a des listes de préconisations. Et 6 mois, 1 an, 2 ans après, on va venir revisiter ces préconisations. Alors, il va y avoir mise en débat de ça, on va les vérifier. Qu'en a-t-il été, 1 an plus tard, des préconisations qui avaient été faites il y a 1 an suite à un travail d'évaluation? Donc, même si le rapport a déjà été fait, si vous avez, mais encore une fois, des faits, des connaissances à apporter, encore une fois, on ne fait pas la loi avec des opinions. Le sujet, ce n'est pas nos opinions, mais de la même manière que ce n'est pas le sujet de l'opinion des députés. Eh ben, on peut rentrer dans la machine. Mais oui, le sujet, c'est qu'est-ce que je sais, déjà. C'est pas juste mon opinion. C'est pas, il faudrait que l'école marche mieux, d'accord. Moi aussi. Mais par contre, je connais d'expérience des dysfonctionnements. Alors, d'une part, est-ce que c'est la loi qui est concernée? Parce que notre organisation administrative, il n'y a pas que la loi. Hein, dans la vie, il n'y a pas que les députés, il y a d'autres échelons. Mais on peut rentrer dans le processus. Je ne sais pas si c'est clair. Il y a d'autres questions. Et le référendum dans notre Le référendum? il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Comme le disait David tout à l'heure, le dernier n'a pas forcément laissé de bons souvenirs. Si toi, tu évoquais le référendum sur ce qu'on avait appelé le traité constitutionnel européen. Est-ce qu'il y a moyen de revoir la procédure, justement? Alors voilà, c'est ce que j'allais dire. En fait, il y a plusieurs types de référendums. Il y a le référendum que peut initier le président de la République. Quoi qu'il arrive, c'est un outil qui ne peut pas être un outil quotidien de la participation citoyenne, en tout cas. On ne va pas avoir des référendums tous les 15 jours. Voilà. Donc déjà, c'est un côté, quoi qu'il arrive, un peu exceptionnel. Souvent, on considère en plus que, alors je ne sais pas ça, mais beaucoup de commentateurs disent « oui, mais les gens ne répondent pas à la question, mais à celui qui la pose ». C'est-à-dire est-ce qu'on veut envoyer un message au président qui pose la question plutôt que répondre à la question. Après, il y a eu, et notamment, j'y reviens, la réforme constitutionnelle de 2008 a institué, alors non pas le RIC, le référendum d'initiative citoyenne, qu'ont promu certains groupes de Gilets jaunes il y a quelques années, mais le RIP, le référendum d'initiative partagée. Alors, il est vrai que dans ses règles actuelles, il est à peu près impossible. Mais on pourrait le rendre praticable. Alors, c'est une initiative, c'est pas une initiative citoyenne, c'est une initiative partagée. C'est-à-dire qu'il faut que ça vienne et du Parlement et des citoyens. Donc, il faut qu'il y ait d'abord une proposition de loi constitutionnelle votée par une majorité de députés et sénateurs. Et après, il faut, je crois, 10% du corps électoral, ce qui fait à peu près 4 millions de personnes. On a, je crois, réussi à l'enclencher qu'une fois, ou 2, j'ai un doute tout d'un coup. En tout cas, une fois, je suis sûr. La première fois, on a réussi à l'enclencher. Ça a été il y a quelques années. Il y avait un projet de loi qui s'appelait Pacte, je ne sais plus pourquoi, enfin, c'était un truc sur l'économie. Et dans ce projet de loi, il y avait la proposition de privatiser notamment les aéroports de Paris. Je ne sais pas si certains d'entre vous se souviennent de ça. Et il y a eu une majorité de députés de gauche, mais aussi de certains députés de droite, pour dire non, ça on ne veut pas. Et donc ils ont initié un référendum d'initiative partagée. Donc ils ont réussi à
a lancé la procédure au niveau de l'Assemblée. Ce qui fait que ça a enclenché l'ouverture de... C'est une sorte de... Enfin, c'est un droit de vote des citoyens. Enfin, tout citoyen avait le droit d'aller sur un site mis en place par le ministère de l'Intérieur pour dire « je soutiens le référendum ». On n'a jamais atteint les 4 millions et quelques de voix qu'il aurait fallu. Sachant que si on avait réussi à avoir ces 4 millions de voix, ce n'était pas encore gagné l'affaire. Parce que si on avait eu donc, le vote par les députés, puis les 4 millions et quelques de signatures de citoyennes et citoyens, ça ne veut pas dire qu'il y a un référendum. Ça veut dire qu'il y aura un référendum si aucune chambre du Parlement ne se saisit du projet de loi entre-temps. Parce que si une des chambres s'en saisit et vote contre, c'est terminé. Donc autant dire que le truc a été conçu pour jamais aboutir. Par contre, ça a marché quand même parce que le gouvernement, pendant qu'il y avait la procédure de référendum, a dû suspendre son projet de privatisation. Ça a soumis tout ça à beaucoup de doutes du côté des investisseurs. Puis est arrivée la crise du Covid, qui a complètement flingué le truc. C'est fait que le gouvernement n'a jamais plus... Enfin, les aéroports de Paris n'ont pas été privatisés. Donc on n'a pas réussi à aller jusqu'au bout de la procédure de référendum, mais elle a quand même empêché la privatisation. Bon, c'est un peu anecdotique, mais... Donc il existe une autre procédure, et là, alors pour rejoindre là aussi les propositions de monsieur, dans les différentes... Et c'est pour ça, à la limite, peu importe qu'on dise que c'est la 6e ou pas, mais dans les différentes idées de réforme constitutionnelle qui tournent ces dernières années, il y a notamment l'idée que de beaucoup faciliter cette procédure de référendum d'initiative partagée, c'est-à-dire d'abaisser les seuils, de dire il ne faut pas 10% du corps électoral pour que ça aboutisse. Il faut peut-être juste 1 million de personnes, c'est déjà beaucoup. À l'époque du RIP ADP, on avait dépassé le 1 million de personnes qui avaient soutenu, alors que le gouvernement ne s'était pas empressé de faire de la pub. Hein. Lui, il était contre, donc forcément, il n'avait pas fait une publicité particulière. Le site web qu'il avait mis en place pour le recueil des signatures n'était pas d'une ergonomie qui facilitait beaucoup son usage. Donc voilà. Donc ça aussi, c'est un vrai sujet. Hein. C'est le ministère de l'Intérieur qui était en charge de mettre en place l'outil de promotion d'un acte politique très fort contre lequel il était. Donc là, c'est pareil, une question d'équilibre et d'indépendance des pouvoirs qui est possible. Mais donc voilà, donc dans les propositions de réforme constitutionnelle, il y a beaucoup de gens qui disent, voilà, pour faciliter le référendum, alors les Gilets jaunes ont dit qu'il faudrait qu'il y ait un référendum d'initiative purement citoyenne. Mettons que s'il y avait une pétition de 1 million de personnes qui demandent un référendum, alors automatiquement devrait y avoir le référendum. Là, on a d'ores et déjà dans notre Constitution une procédure de référendum d'initiative partagée entre parlementaires et citoyens. Par contre, il est clair qu'il faudrait abaisser les seuils pour que ça ait un peu de possibilité d'aboutissement. Juste pour les autres propositions qu'on avait faites, et ça, c'est vrai, c'est une pratique qu'on pourrait avoir. Nous, je sais qu'on l'avait testé de manière très expérimentale sur certains projets de loi, les amendements citoyens. On pourrait tout à fait considérer, et ça on l'a fait, il y a quelques députés l'ont fait de manière un peu expérimentale via des plateformes de web et tout ça, de dire, si des gens, il y a un projet de loi, ils veulent qu'on amende, eh ben moi, s'il y a plus de X personnes qui proposent, je déposerai en leur nom l'amendement, même si je ne suis pas pour. Le sujet, c'est quoi? C'est de dire, au moins, leur demande aura été débattue. Peut-être que les élus voteront contre. Les citoyens ne vont pas voter à la place des élus. C'est les élus qui rendent des comptes. Hein. Les élus, encore une fois, ils sont indépendants, ils doivent l'être, et ils sont révocables. On n'est pas obligé de revoter pour eux 5 ans plus tard ou 2 ans plus tard s'il y a une dissolution. C'est eux qui rendent des comptes. Donc c'est les élus qui votent en toute indépendance. Enfin, tout ça, moi, à titre personnel, je pense que c'est un principe absolument fondamental. Par contre, l'idée, c'était de dire, s'il y a 100 000 citoyens qui disent que sur le projet de loi de réforme des retraites, ils veulent tel amendement, même si, peu importe ce que je pense de cet amendement, je le dépose. Comme ça, les citoyens en question, ils verront que leur avis aura été débattu, et soit ils ont gagné, soit ils ont perdu, mais au moins, ça aura été entendu et délibéré. Elle a une dernière question au fond. Pourquoi dernière? Elle est prête à dormir. Pour revenir sur le référendum, vous avez une ministère de l'Intérieur qui gérait ça. Ouais. Est-ce que c'est pas un problème que ce ne soit pas les islamistes, mais il y a ça, ne sait pas, c'est un peu ce que j'évoquais. C'est-à-dire que là, effectivement, on avait quand même un site qui était pas à la hauteur du sujet, qui ne facilitait pas la procédure, qui était excessivement complexe. La publicité du dispositif n'avait pas été faite. Ce qui me permet de poser un autre sujet, qui est effectivement, dans les déséquilibres des pouvoirs, on a évoqué des questions de procédure, j'ai évoqué un peu des questions de moyens. Je dis, le gouvernement
a à sa disposition les administrations, le Parlement n'a que ses propres moyens. Et quand vous regardez, alors pareil, ça n'a pas bonne presse, mais si vous comparez le Parlement français avec des parlements d'autres pays européens, c'est un Parlement pauvre. On devrait consacrer plus de moyens. Alors là, c'est un paradoxe, parce que je vous ai dit tout à l'heure aussi, c'est l'Assemblée qui décide de son propre budget. Mais les élus ont tellement intégré que ça a mauvaise presse de consacrer de l'argent à nos institutions, qu'il y a eu pendant de nombreuses années une règle de budget constant, sauf que quand vous êtes à budget constant, avec l'inflation et tout ça, en fait, vous perdez en moyens, vous perdez en capacité. Et le rapport de force, et encore une fois, si je reviens au point de départ, qui est de dire, si vraiment je devais choisir entre voter pour une seule institution ou une seule personne, ou ne pas avoir le droit de vote, mais être sûr qu'il y a une division et un contrôle des pouvoirs, je vous assure que moi, j'ai aucun doute. Maintenant, je sais avec une pleine certitude que je choisirais un système qui me garantit la séparation et l'équilibre des pouvoirs. Pour garantir cette séparation et cet équilibre des pouvoirs, effectivement, les moyens matériels, humains, financiers sont extrêmement importants. Donc ce sujet anecdotique près d'un site web l'illustre aussi, un déficit de moyens de notre Parlement. Le gouvernement, c'est le mal, peut-être nécessaire, mais le Parlement, c'est le bien. Merci beaucoup, Philippe Cabré. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt pour un nouveau podcast.